Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires. Merci de nous avoir rejoints pour suivre le congrès de l'UDI. Dans quelques instants, nous allons suivre le discours de Jean-Christophe Lagarde, réélu à la tête de l'UDI, donc l'Union des démocrates et indépendants. Quelle place pour le parti centriste entre Emmanuel Macron et les Républicains de Laurent Wauquiez? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre cet après-midi. Et justement, pour nous aider à le faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stéphane Rosès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de CAP, Conseil Analyse et Perspective, et également enseignant à Sciences Po et à HEC. Alexandre Vatimbella, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur du Centre de recherche et d'études du centrisme. Vous avez d'ailleurs publié un livre, Le centre et le centrisme, de la révolution à Macron. Et puis Ludovic Faux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique et éditorialiste pour LCP, Assemblée nationale. Bonjour messieurs. En direct du congrès de l'UDI, je vous propose de retrouver notre envoyé spécial, Oriane Mancini. Bonjour Oriane. Aujourd'hui, l'UDI a son président. Il ne lui manque plus que maintenant une ligne politique claire. Les libéraux sont devenus pour certains des collectifs. Et oui, Elsa, l'UDI a son président et puis sans surprise, c'est Jean-Christophe Lagarde qui s'est succédé à lui-même puisqu'il était seul candidat à la présidence après la défection de Louis Giscard d'Estaing. Il a donc été élu avec 90,4% des voix et un taux de participation de 50%. Mais il faut dire, Elsa, que l'UDI d'aujourd'hui, ce n'est plus l'UDI du congrès fondateur en 2012. La recomposition politique engendrée par l'élection d'Emmanuel Macron, elle a eu des conséquences sur le parti et l'UDI, il y a quelques mois, a dû faire face à la réunification des radicaux et au départ de deux de ses composantes historiques, le nouveau centre d'Hervé Morin ainsi que l'alliance centriste de Jean Arthuis. Alors des départs que minimise Jean-Christophe Lagarde, le président. Et ces départs ne concernent que quelques dizaines de personnes, dit-il. Mais vous le disiez, l'enjeu pour l'UDI, ça va être maintenant de trouver une ligne politique claire et de se positionner sur l'échiquier politique. L'UDI a toujours été un partenaire historique de la droite, mais voilà, Jean-Christophe Lagarde ne veut plus d'alliance automatique avec le parti de Laurent Wauquiez et désormais, il se veut être un partenaire libre de la majorité, d'autant que les européennes approchent et que s'il y a bien un point commun entre Jean-Christophe Lagarde et Emmanuel Macron, c'est bien leur vision de l'Europe, cette défense de l'Europe. Jean-Christophe Lagarde ne ferme donc pas la porte à une liste commune avec la République en marche, mais il prévient, si alliance il doit y avoir, elle se fera sur le programme. Je tends le programme et pas la main, c'est ce que nous disait Jean-Christophe Lagarde il y a quelques jours. Merci beaucoup Oriane, on vous retrouve tout au long de cette émission avec de très nombreux invités. Alors pour commencer, Alexandre Vatimbella, Oriane en a parlé, il y a eu des formations politiques qui ont quitté l'UDI, donc les radicaux qui sont rapprochés des radicaux de gauche, les centristes d'Hervé Morin aujourd'hui. Aujourd'hui, le parti, il est plus cohérent, il n'y a plus qu'une seule ligne au sein de l'UDI? Alors aujourd'hui, il y a, on va dire, à l'UDI, des gens qui attendent en se disant qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, je suis à l'UDI, c'est un cartel électoral, donc je ne suis pas n'importe où. Et puis, il y en a qui espèrent encore que l'UDI va leur permettre de booster leur carrière politique, dont Jean-Christophe Lagarde, dont il ne faut pas oublier quand même qu'au départ, donc c'est Jean-Louis Borloo qui est le président, qu'ensuite il prend la présidence dans une élection plus ou moins contestée avec Hervé Morin, et les deux hommes se détestent. Donc je veux dire que l'UDI a dû vivre comme ça pendant effectivement 2-3 ans avec deux hommes qui se détestaient, et l'élection présidentielle de 2007 a été un fiasco total pour Lagarde. Il faut ne jamais oublier que Lagarde s'est fait élire en promettant qu'il y aurait un candidat UDI à l'élection présidentielle. Ça n'a jamais été le cas. Ils se sont alliés à Juppé, puis ensuite ils se sont alliés à Fillon, alors que Fillon n'avait effectivement rien à voir avec le programme de l'UDI. Il y en a d'autres qui se sont alliés avec Le Maire et d'autres qui s'étaient alliés même avec Sarkozy. On parle de M. Leroy, qui est aujourd'hui le porte-parole de M. Lagarde, alors qu'il était proche de Morin. Enfin, tout ça, c'est un bins total. Et aujourd'hui, l'UDI, c'est globalement seulement un cartel électoral. Stéphane Rosès, justement, l'UDI jusqu'à présent, c'était quoi? Une multiplication de formations centristes avec des querelles d'ego. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit rassemblé autour de Jean-Christophe Lagarde, autour d'une seule formation, ça va permettre une plus grande cohérence? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ce qui vient d'être dit, au fond, l'UDI, dans sa constitution même, donnait le sentiment de plus se déterminer par rapport aux autres que par rapport à ses positions, puisque, je parle sous votre contrôle, historiquement, il s'agissait des centristes ralliés au moment Sarkozy. Et puis ensuite, il y a eu, vous l'avez dit,
la proximité avec Juppé. Et maintenant, il y a une tornade qui s'appelle Emmanuel Macron, qui sur beaucoup de points, ça a été dit par votre journaliste à juste titre, est très similaire avec les positions de l'UDI. En tout cas, sur la question européenne, sans doute pas sur la question du style politique, parce que quand même la verticalité d'Emmanuel Macron peut heurter la tradition plutôt centriste notable. Et au fond, peut-être que ce qui relie nos amis de l'UDI, qui sont forts au Sénat, c'est au fond une étiquette de départ, comme si effectivement on attendait de voir ce qui se passe. Alors Ludovic Faut, avant de vous donner la parole, je vous propose de rejoindre le congrès de l'UDI, Oriane Mancini, avec à son micro la sénatrice du Nord, Valérie Létard. Oui Elsa, Valérie Létard, élue ce matin présidente du Conseil national de l'UDI. Bonjour Valérie Létard. Alors l'UDI, on voit, devient l'UDI, le centre et la droite de progrès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Bien tout simplement que... notre famille d'idées souhaite s'ouvrir à tous les élus de droite et de centre de bonne volonté qui ont envie de faire en sorte que, il y ait des familles d'idées qui ne soient pas La République En Marche, qui ne soient pas du parti de la majorité présidentielle, mais qui puissent plutôt qu'être une force d'opposition, être une force de proposition. Une force de proposition, ça veut dire libre, indépendante, partenaire et capable en fait d'exprimer la liberté de voter pour un projet lorsqu'il a été partagé et qu'il va tout à fait dans une ligne et dans des orientations qui sont de bon sens pour nos familles d'idées et dans l'intérêt bien sûr de notre pays, sur des réformes sur le travail, sur la formation, sur l'apprentissage, libre aussi de montrer nos différences et de faire des propositions quand nous considérons que ça s'éloigne un petit peu de ce qui nous paraît essentiel et être des marqueurs de nos familles d'idées dans l'intérêt de venir faire en sorte que la majorité présidentielle, elle ne parle pas que d'une seule voix, mais qu'elle soit nourrie aussi de familles d'idées comme les nôtres, qui sont très présentes, très ancrées dans les territoires, qui ont ce lien et qui ressentent tous les jours combien il faut demain préparer cette réforme portée par le président de la République et la faire atterrir dans les territoires, faire en sorte qu'elle s'imprègne aussi de remonter de ce terrain, car les élus ont des choses à dire. Vous le savez, aujourd'hui, notre président de la République a choisi de porter des fers de lance, des métropoles, la métropolisation. Nous n'avons rien contre la métropolisation, bien au contraire, mais un pays doit marcher sur deux jambes. Il a dit que les métropoles devaient ruisseler. Aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que les conditions sont réunies pour que ça puisse se passer dans les bonnes conditions. On veut faire des propositions pour que notre pays marche sur ces deux jambes, qu'il n'y ait pas de territoire oublié, que les dynamiques, les locomotives que nous porterons, elles puissent rayonner. Et sur l'Europe, vous le savez, ça fait partie de nos marqueurs. Nous sommes des fédéralistes, nous sommes pour une Europe qui soit approfondie, en tout cas au niveau de la zone euro, qu'elle permette une Europe sociale, une Europe fiscale, c'est-à-dire une Europe où les salariés se sentiront aussi protégés, privilégiés, aidés par le fait d'appartenir à l'Union européenne, qu'on fasse avancer le droit social des salariés, qu'on fasse que notre fiscalité ne soit pas une punition pour la France, mais parce qu'on l'aura harmonisée. Il faut le faire par palier. Il y a des sujets, il faut que ce soit une Europe au service de nos concitoyens, une Europe pour tous, une Europe solidaire des régions en fragilité. Bref, vous l'avez bien compris, être là, force de proposition, fort de notre ancrage territorial, fort de notre vision européenne. Nous avons envie de faire en sorte que ces 5 ans servent à quelque chose. Mais nous voulons vraiment que cela se fasse en partenariat. Voilà comment nous souhaitons. On a bien compris, un partenaire libre de la majorité. Très rapidement, Valérie Létard, il y a une rumeur qui monte ici, c'est celle de l'éventuelle présence de Jean-Louis Borloo dans quelques minutes. Vous êtes une proche, vous, de Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous nous le confirmez? Mais écoutez, effectivement, j'ai entendu dire qu'il pourrait passer, faire un petit signe lors de cette réunion. Je n'en ai pas confirmation à ce jour. Je l'ai encore eu longuement ce matin sur des sujets que nous partageons, sur la politique de la ville. Nous avons été en réunion chez le ministre Mézard il y a 2 jours. Il y a des choses qui doivent d'ailleurs dans ce domaine encore progresser, il me semble. Nous sommes prêts justement à travailler, Jean-Louis, le premier, pour faire en sorte que cette politique de la ville renaisse, car quand on parle de territoire oublié, on doit aller vers notre ruralité. Mais attention à nos quartiers qui sont quelquefois isolés. La démographie médicale, le manque de mobilité, d'accessibilité, des services publics qui sont quelquefois pas au rendez-vous, c'est le lot de certains quartiers de nos territoires urbains, c'est le lot de notre ruralité. L'urbain et le rural, c'est le même combat. Pas de territoire oublié. Jean-Louis, c'est son message. Merci beaucoup.
beaucoup Valérie Létard. Et donc on verra dans quelques minutes, Elsa, si Jean-Louis Borloo fait bien son arrivée ici au congrès de l'UDI. C'est actuellement Yves Jégo qui est en train de s'exprimer. Jean-Christophe Lagarde devrait prendre la parole maintenant dans quelques minutes. Merci beaucoup Oriane. Bien sûr, on vous retrouve avec des invités tout au long de cette émission. Et si Jean-Louis Borloo vient, eh bien, on sera en direct avec vous. Alors, on a écouté Valérie Létard, Ludovic Faux. Un mot, c'est vraiment le mot d'ordre à l'UDI aujourd'hui, c'est partenaire libre. Ils veulent proposer à Emmanuel Macron un partenariat libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, l'UDI se donne la liberté de voter ou de ne pas voter certains textes, mais aussi ça concerne les alliances pour les élections législatives, puisque dans les dernières législatives partielles qui ont eu lieu, l'UDI a tantôt soutenu les candidats, les Républicains, tantôt soutenu les candidats la République En Marche. Ça montre surtout ce terme de partenaire libre que l'UDI est dans une sorte de zone grise finalement entre majorité et opposition. D'ailleurs, il suffit de voir les principaux textes depuis le début du quinquennat. Sur la confiance, la quasi-totalité des députés UDI se sont abstenus. Ils se sont abstenus aussi sur le projet de loi de finances. Ils ont voté contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais ils ont voté pour le projet de loi, enfin les ordonnances sur le code du travail. Je vous interromps. Priorité au direct. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, réélu, va prendre la parole. On écoute son discours. À toutes et à tous, au moment de prononcer le discours de clôture de notre congrès, je veux d'abord, à mon tour, avoir une pensée émue à celle qui, il y a 54 mois, alors qu'elle était déjà bien malade, est venue à la mutualité avec nous, embrasser Jean-Louis Borloo qui avait su enfin nous rassembler et qui, c'est le sentiment ou le ressenti que j'en ai eu ce jour-là, avait, par sa seule présence, par son parcours, sa dignité, sa force et sa faiblesse que la maladie lui imposait déjà, transmis une énergie, un espoir et une force terrible à notre famille politique. Simone Veil, qui entrera bientôt au Panthéon, est réellement une marraine à laquelle nous restons attachés et à qui nous devons penser 54 mois après. J'ai aussi naturellement une pensée pour notre président fondateur, Jean-Louis, qui m'a envoyé tout à l'heure un petit message, alors je l'ai rappelé, et qui vous embrasse tous. Il m'a dit « On ne peut pas dire que les médias aient beaucoup annoncé votre congrès, et comme là ça tournait en boucle, j'ai découvert que tu venais d'être réélu. Je te souhaite évidemment bon courage et surtout dis-leur mon admiration et mon amitié pour poursuivre notre combat commun. » Et surtout, je veux vous remercier de cette élection à suspense. Tout à l'heure, un journaliste, j'avoue que je n'ai pas été très bon d'ailleurs, me dit « Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir été seul candidat ?» Je pense exactement ce que vous venez d'exprimer, cher Hervé, cher Yves. S'il y avait eu plusieurs candidats, cher Louis, on aurait dit « Vous vous divisez ». On a réussi à être d'accord. C'est vrai que chez les centristes, ce n'est pas un truc classique. C'est vrai qu'on ne les a pas encore habitués. Mais puisqu'on a dit qu'on tournait et qu'on écrivait une nouvelle page, finalement, c'est pas en soi. Et je veux remercier les 9% qui ont choisi de voter blanc. Ça fait un peu moins africain ou soviétique que... Je veux vous remercier de votre présence beaucoup plus sérieusement. Après les 10 à 12 mois que nous nous sommes infligés pour l'élection présidentielle puis l'élection législative. Et je dis l'élection que nous nous sommes infligés, ou pardon, les mois que nous nous sommes infligés, parce que nous sommes les seuls responsables de ce qui nous est arrivé. Nous sommes les seuls responsables, ou plus exactement, notre organisation, notre construction, nos attitudes, nos personnalités sont les seuls responsables de nous avoir conduits au renoncement. Le renoncement de porter une candidature à l'élection présidentielle, et qui, à partir du moment où nous avions accepté de nous mettre dans la roue de quelqu'un, fût-ce quelqu'un d'aussi proche de nous qu'Alain Juppé, à partir du moment où nous avions accepté de ne pas participer à cette élection, mais d'y assister, nous a condamnés à subir et à ne jamais être acteurs, à être spectateurs et à ne jamais avoir de choix, au point
d'avoir, vous l'avez dit, avec allusion ou parfois avec humour, comme Hervé Marseille tout à l'heure, au point d'avoir été conduit à soutenir un candidat parfois en rasant les murs, tant on découvrait de choses sur ce candidat et tant le programme était finalement insuffisamment teinté de ce que sont nos valeurs. Et je veux vous remercier d'être là parce qu'après tout, en soi, ça n'était pas évident. Évident de subir ça, évident de traverser ces épreuves, évident de rester. Vous êtes quelques-uns à l'avoir dit, Daniel Leca vient de le dire aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont douté. Je sais que beaucoup d'entre vous ont hésité. Je le sais. Croyez-vous que votre président, lui, n'ait pas eu à souffrir et à hésiter dans toute cette période? Mais dans cette période-là, nous n'étions pas capables de décider, de trancher. Pas tant parce que je ne l'aurais pas été ou parce que vous ne l'auriez pas souhaité. Mais tout simplement, nous n'étions pas capables de le faire parce que nous étions bien trop divisés. Le rassemblement qu'avait construit Jean-Louis Borloo, une fois Jean-Louis parti, était en réalité bancal parce que le président de l'UDI n'avait qu'une seule mission, faire plaisir à Jean, à Hervé, à Laurent, à Jean-Marie, à tel ou à tel. C'est-à-dire surtout ne jamais prononcer une phrase qui puisse froisser l'autre, ne jamais espérer quand il dit quelque chose, être repris ou soutenu, mais savoir que les flèches tomberaient le lendemain. Ça a rendu notre parti politique immobile, incapable de porter ses propres valeurs, de les assumer, soit en présentant son candidat, soit en affirmant ses différences. Et je veux commencer par là parce que je veux que nous gardions en mémoire ce que nous nous sommes infligés à nous-mêmes pour ne plus jamais recommencer les mêmes erreurs. Quelqu'un y a fait allusion tout à l'heure. Bien sûr, c'est Yves qui vient de le dire. Bien sûr qu'on a annoncé notre mort 10 fois, 20 fois. D'ailleurs, c'est devenu un marronnier dans la presse, dans le business médiatique, dont en réalité, le but n'est pas de montrer une information, mais de voir celle qui peut être vendeuse. Et dire que les choses vont bien ou que les choses progressent, ça n'est pas vendeur. Donc il faut expliquer qu'on meurt. Et depuis 54 mois, l'UDI est à peu près morte tous les mois. Et nous sommes encore là. Et j'annonce très franchement que je pense que nous serons là encore pour quelques années parce que la résistance dont vous avez fait preuve, la solidité et l'attachement à cette famille politique, y compris, chère Sophie, y compris pour beaucoup d'entre vous, les radicaux dont la majorité sont restés à l'UDI, y compris pour ceux qui étaient plutôt proches d'Hervé Morin, je pense à toi Brigitte et à beaucoup d'autres, qui avaient décidé de rester dans notre maison, de balayer les disputes, les acrimonies personnelles qui ont pu exister pour rester dans cette famille politique. Vous avez montré une solidité qui, au-delà des relations personnelles les uns avec les autres, a montré un attachement profond à des valeurs, à des combats et à des ambitions qui nous demeurent communes et qui font vivre l'UDI et qui la feront vivre demain, quels que soient les bruits médiatiques que vous entendrez à l'avenir. C'est même un paradoxe. C'est même un paradoxe. La campagne électorale présidentielle et l'élection d'Emmanuel Macron ont bouleversé le paysage politique, bien évidemment. Et objectivement, les partis qui ont dirigé pendant près de 40 ans notre pays, je pense au PS et je pense à l'UMP, les Républicains, c'est la même chose. Ah, ce n'est plus la même chose, hélas. Ces partis ont été profondément atteints. Pour une raison d'ailleurs simple, c'est qu'ils rassemblaient en leur sein des gens qui ne pensaient absolument plus la même chose. Manuel Valls et Benoît Hamon, les deux candidats qui voulaient porter les couleurs du Parti socialiste à la présidentielle, non seulement ne pensaient rien en commun, mais en plus ne sont plus au Parti socialiste aujourd'hui. C'est dire qu'ils n'avaient rien à faire ensemble. Ce côté artificiel des grands partis politiques qui gouvernaient, où des gens qui ne pensent pas la même chose se mettent ensemble, juste pour essayer de conquérir le pouvoir, et surtout de ne rien faire le lendemain, une fois qu'ils l'ont conquis. Mais c'est exactement la même chose à l'UMP. Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand n'ont rien à faire ensemble. Ce que nous avons à faire ensemble, c'est la même identité. Et je remercie, et je le dis avec émotion, Jean-Louis, dont je viens de parler, de nous rejoindre ici. Merci à toi, Jean-Louis Borloo, qui nous a rassemblés. Vous pouvez lui faire une standing ovation.
Merci franchement Jean-Louis de ton passage. Tu es occupé à d'autres choses, mais allez, ta présence me permet de le dire. Depuis 3 ans, avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées, tu nous as de loin, discrètement, toujours aidés, interrogés. Et quand le président que j'étais, d'une famille différente de celle que nous œuvrons à construire aujourd'hui, était dans la difficulté ou dans le doute, j'ai toujours pu compter sur ton amitié, tes conseils, ton écoute. Et parfois, quand j'étais en détresse, c'est Jean-Louis que j'appelais pour essayer de comprendre comment nous pouvions nous en sortir. Cette famille politique que tu as réunie il y a maintenant 54 mois, elle a été moins touchée que les autres, tout pour une raison simple. C'est que là où, à l'intérieur de l'UNP, ils n'avaient rien à faire ensemble parce qu'ils ne partageaient plus les mêmes valeurs. Et on le voit, je le disais, de Wauquiez par rapport à Bertrand, de Pécresse par rapport à Ciotti. Ces gens-là ne pensent pas la même chose. Ils ne peuvent pas rester dans la même famille politique. Et l'élection présidentielle a cristallisé ça, notamment lorsque les amis de M. Wauquiez ont trahi la droite, ont trahi ce qu'est la droite, en refusant d'appeler à voter contre le Front National et pour Emmanuel Macron afin de sauver nos valeurs, notre République et nos institutions. Nous sommes restés ensemble parce que nous n'avions aucune divergence de vue. Chez nous, en réalité, il n'y a pas de différence ou d'incohérence idéologique. Nous pensons et nous portons la même chose. Le grand paradoxe d'ailleurs étant que souvent on se disputait alors même qu'on n'avait pas de divergence de point de vue. Ce n'était qu'affaire de personnes et jamais affaire d'idées. Ils n'avaient rien en commun dans les autres partis et parvenaient à ne pas se disputer. La nouvelle étape de vie de l'UDI, et c'est le plus grand merci que je veux vous formuler, c'est, Jean-Louis, tu en serais surpris, étonné, mais en tout cas je suis sûr ravi. Une famille désormais unifiée, pacifiée et libérée. Et ça va changer notre façon de faire de la politique. Unifiée, c'est une nouveauté. Hervé nous faisait rire tout à l'heure, mais je n'ai pas son talent. N'empêche que c'est bien la première fois que je monte à une tribune sans me demander quel est le couteau qui est dans mon dos. C'est une nouveauté pour les centristes et ça fait mentir un peu François Bayrou. Il disait qu'au centre, il y avait que des grenouilles. Il se trouve que les grenouilles sont parties, mais que les hirondelles commencent à vivre un joli printemps. Pacifier, là aussi, enfin tous aller dans le même sens. Essayer de porter ensemble nos couleurs et nos valeurs. C'est un changement qui va redonner du plaisir militant. Et avec un peu plus de possibilités d'agir. Parce que désormais l'UDI est aussi financée. J'en remercie l'ensemble des parlementaires, des élus locaux et des militants. Nous avons remboursé toutes nos dettes. Nous avons une liberté totale d'action et plus aucune dépendance vis-à-vis de qui que ce soit, même pas des organismes financiers. Ce travail a été conduit par Vincent Capo-Canellas, notre trésorier, qui n'avait pas beaucoup de cheveux avant d'être élu, qui en a un peu moins aujourd'hui, mais qui a un peu plus d'argent dans le porte-monnaie. On pourra faire des choses que nous ne pouvions pas faire. Vous savez, si on n'a pas fait de Conseil national depuis 1 an et demi, c'est parce qu'on n'avait pas l'argent pour le faire. On est content aujourd'hui de pouvoir faire un congrès. Au mois de juin, on aura le Conseil national sur l'Europe. Et je peux même d'ores et déjà vous annoncer que nous aurons une université d'été à la rentrée pour tous nous rassembler et faire porter, là encore, nos idées. Et l'UDI, une famille libérée. Une famille libérée, il faut le dire, l'alliance du centre et de la droite. Ça passe d'ailleurs assez inaperçu. L'alliance du centre et de la droite existait depuis 60 ans. Depuis 60 ans, notre famille politique était alliée avec la droite. La droite républicaine, la vraie. La droite gaulliste. Et elle l'était pour une raison essentielle dont beaucoup ont sans doute perdu le fil. C'est que de l'autre côté, à gauche, il y avait des gens qui étaient alliés aux marxistes, aux communistes. Et que ce combat et cette alliance pendant 60 ans avaient d'abord et avant tout un objectif, empêcher l'arrivée des marxistes au pouvoir.
Et c'est parce que, à l'époque, M. Marchais ou aujourd'hui M. Laurent n'ont pas d'influence sur la vie politique, n'ont pas eu d'influence sur la vie politique, que nous avons pu construire cette alliance. Ils ont aujourd'hui carrément ou quasiment disparu. Mélenchon cherche à les remplacer, mais n'a plus d'alliés. Disons les choses là aussi telles que, et n'en veut plus, telles qu'elles sont. Et la droite est en train de renier sous l'impulsion de Laurent Wauquiez le gaullisme, le chiracisme. Elle est en train de trahir ses propres valeurs dans une dérive vers l'extrême droite, dont elle adopte les mots, les thématiques, espérant siphonner ses électeurs, ne se rendant pas compte qu'elle est en train de leur offrir des électeurs. Et comme le disait tout à l'heure quelqu'un, oui, Laurent Wauquiez est en train d'offrir la droite, ou en tout cas une partie de la droite, à Marion Maréchal Le Pen, qui est en réalité celle qui profitera de cette proximité idéologique. Et cela s'illustre malheureusement dans un département français en crise en ce moment, je parle du département de Mayotte, où l'extrême droite soutient les Républicains dès le premier tour. Ils disent que ça ne se reproduira pas. Je vous garantis que malheureusement, ça se reproduira. Parce que de là encore, quand on a les mêmes idées, quand on professe les mêmes discours, on finit par se retrouver sur les mêmes listes électorales. Nous refusons cette obsession identitaire qui s'empare de la direction de la droite française. Nous refusons ce repli européen qui s'étale désormais à longueur de colonnes et de discours. Et nous disons clairement que ce n'est pas ça la droite française. C'est même, en l'occurrence, le principal ennemi de la droite française. Qui se souvient que De Gaulle a combattu ça toute sa vie, parfois au péril de sa propre vie? Qui se souvient que Chirac avait construit un mur absolument étanche? Nous avons eu des divergences avec Chirac, mais il a construit ce mur absolument étanche entre la droite et l'extrême droite, et y compris en 1998, quand des gens trahissaient nos valeurs pour aller diriger avec le Front National. C'est Chirac qui a sauvé l'honneur de la droite, et c'est Wauquiez qui est en train de la trahir totalement. Et cela nous donne une responsabilité. Oui, nous avons mis fin aux alliances avec ce parti. Oui, dans ce parti, nous connaissons beaucoup de gens, de parlementaires, d'élus locaux, de militants, mais aussi d'électeurs qui se sentent proches de la droite, mais plus représentés par cette dérive. Et cela nous donne une responsabilité parce que, comme vient de le dire Yves Jégo, entre le parti du président de la République, entre sa majorité et Laurent Wauquiez, nous sommes la seule force politique organisée, constituée, représentée au Parlement, qu'il s'agisse du Sénat, de l'Assemblée nationale et même du Parlement européen, même si nous avons une représentation à reconstruire là-bas, dans les régions, dans les départements, dont beaucoup ne peuvent pas être dirigés sans nous, à la tête de centaines de communes ou participant à la direction. Oui, vous avez eu raison de dire à plusieurs reprises, nous sommes un parti puissant et nous ignorons parfois notre propre puissance. Mais ce parti-là a vocation, lui qui traditionnellement accueille les militants du centre, les militants fédéralistes, les militants humanistes, ce parti-là a aussi vocation désormais à s'ouvrir à tous ceux qui se sentent de la droite de progrès, qui veulent travailler avec nous, qui refusent de trahir leur identité politique et qui se reconnaissent dans une identité que nous avons partagée pendant 60 ans et que nous avons décidé de faire vivre, quand bien même la droite est en train de se trahir elle-même. La droite de progrès et le centre peuvent se retrouver à l'UDI. C'est désormais notre responsabilité et l'ambition que nous devons porter. Nous devons assumer cette ambition de rassembler et d'incarner centre et droite de progrès. Nous devons aussi assumer la liberté nouvelle qui est la nôtre. Une liberté, Yves s'interrogeait sur l'utilité, une liberté qui doit nous permettre d'être utiles, pas utiles à nous-mêmes, utiles au débat politique, utiles à ceux qui dirigent, utiles à ceux qui, évidemment, prennent des décisions, parfois ont raison et parfois se trompent. Utiles d'abord en choisissant nos alliances, et elles seront diverses. Je reconnais que c'est un peu compliqué à comprendre pour les médias. Parce que les médias, ils adorent les petites cases. Il faut que tu sois absolument là ou là. Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion qui peut
variées en fonction des sujets, variées en fonction des situations. Les citoyens français, naturellement, quand ils écoutent la télévision, quand ils regardent une information, ils jugent information par information. Mais non, quand vous êtes responsable politique, quand vous êtes mouvement politique, vous n'avez pas le droit. Vous devez trouver ou tout bon ou tout mauvais. Alors les gens dans la majorité, ils sont obligés de trouver ou tout bon, même quand des fois ils trouvent qu'une mesure est absurde. Et les gens dans l'opposition, ils se forcent à dire que tout est mauvais, même s'ils proposaient exactement la même chose la veille. Et on vous interroge, et on m'interroge régulièrement. Est-ce que vous êtes dans la majorité, ou bientôt dans la majorité, ou dans l'opposition? Est-ce que l'UDI est un parti de la majorité ou un parti de l'opposition? L'UDI est un parti de proposition qui ne se définit pas par rapport aux autres et qui, sujet par sujet, abordera son programme politique, son projet politique, capable d'approuver, capable de désapprouver. Capable de désapprouver, mais dans ces cas-là en se forçant, et j'en ferai l'exemple tout à l'heure, toujours à proposer. Un parti, une liberté utile, qui refuse ces petites boîtes qu'on veut nous imposer, qui assume une relation décomplexée avec le gouvernement et la majorité. Décomplexée parce que nous ne lui devons rien. Un journaliste m'interrogeait il y a quelques jours sur la différence entre le MoDem et l'UDI. La première différence, c'est que le MoDem est dans la majorité. La deuxième différence, c'est que tous les sièges qu'il a conquis, il les doit à Emmanuel Macron. Aucun d'entre nous ne devons notre élection à Emmanuel Macron. Ça nous donne la totale liberté de soutenir ou de proposer autre chose. Et cette relation décomplexée, nous avons à la conduire dans l'ensemble des enceintes parlementaires, mais également dans l'ensemble des collectivités territoriales. Je veux m'arrêter un instant sur le ressenti que nous pouvons avoir et qui devra faire débat entre nous au cours des mois à venir. Que nous pouvons avoir des premiers mois, des 6 premiers mois ou des 9 premiers mois du pouvoir d'Emmanuel Macron. Très franchement, pendant les 6 premiers mois, ils ont fait exactement comme l'UMP et le PS. Ils parlaient de nouveau monde et en fait, ils avaient les pratiques de l'ancien monde. Ils étaient tout seuls au pouvoir, les Français leur ont confié la majorité absolue, n'écoutaient qu'eux-mêmes, étaient persuadés d'avoir raison en tout, de ne jamais se tromper, de n'avoir besoin ni de conseils, ni de propositions, ni de personne. Depuis 2 mois, 3 mois, les discussions que nous pouvons essayer d'avoir avec le gouvernement ou avec le président de la République peuvent laisser penser qu'un peu plus d'écoute est possible de la part de cette majorité. On le verra bien, mais je veux vous en donner 3 exemples. Sur la Constitution, Hervé Marseille et moi-même avons été reçus par le Premier ministre et objectivement, l'écoute dont il faisait preuve ne semble pas factice. Il a, avec le président de la République, besoin d'une majorité qualifiée, d'une majorité rassemblée, large, pour pouvoir adopter une réforme constitutionnelle et ça pousse à l'écoute. Mais c'est aussi une écoute qui ne semble pas factice. On nous parle de référendum, c'est une possibilité. Ce n'est pas le sentiment que j'ai eu autour de la table, ou ce que nous avions à dire, de propositions, de progrès, d'évolution de notre Constitution semblait intéresser le chef du gouvernement. Je le dis parce que nous souhaitons, et j'y reviendrai tout à l'heure, nous souhaitons une réforme constitutionnelle, nous souhaitons une réforme institutionnelle. Mais nous ne souhaitons pas participer à quelque chose qui ne serait pas discuté, partagé, où nos propres idées, nos propres avancées seraient ignorées, balayées d'un revers de la main. Ça ne semble pas être le cas. Très franchement, les 6 premiers mois n'avaient pas donné ce type de signal. De la même façon, et là encore, nos collègues sénateurs et députés peuvent en témoigner, les membres du gouvernement acceptent désormais de discuter avec les parlementaires UDI, de venir présenter un certain nombre de choses et d'écouter un certain nombre de choses. Alors, certaines fois, ils reprendront nos propositions, des fois, ils ne les reprendront pas. Mais je pense que, majorité ou opposition, la proposition est la force de notre famille politique, y compris face à un gouvernement et à une majorité qui n'ont pas, ou presque pas, d'expérience de terrain, d'élus locaux qui peuvent apporter les différences qui existent sur notre territoire et la nécessité, en l'occurrence, de s'adapter à la vraie vie des gens et pas seulement d'inventer ça dans les couloirs d'un parti politique ou d'un groupe parlementaire. Et puis, j'en prends un 3e exemple. Notre groupe UDI au Sénat a fait adopter une proposition de loi récemment sur un meilleur contrôle de l'ouverture des écoles privées
hors contrat avec l'État, avec tous les risques que ça peut représenter, de non-respect des valeurs républicaines lorsque on ouvre une école, qu'elle n'a pas de contrat avec l'État et qu'on ne contrôle pas grand-chose de ce qui se passe dedans. Et le travail, mesdames et messieurs les sénateurs, cher Hervé Marseille, que vous avez fait, avec Françoise Gatel notamment, est un travail remarquable, qui nécessite d'être repris. Mais pour être repris, tout le travail que vous avez pu faire au Sénat, il a besoin d'être approuvé à l'Assemblée nationale. Et je dois dire que j'ai pu avoir une discussion constructive avec le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'il reprenne la proposition qui a été adoptée à l'initiative de l'UDI au Sénat, qu'ils la reprennent dans une de leurs niches parlementaires, parce que nous, on a le droit de proposer qu'une fois par an, curiosité de notre système parlementaire. Ils le reprennent et ils ont même accepté que ce soit un UDI qui soit rapporteur de cette loi. Preuve qu'on peut ne pas être d'accord sur tout, mais on peut arriver à travailler et faire avancer un certain nombre de choses. C'est l'attitude que nous souhaitons. Et si je dis ça, c'est parce que nous sommes prêts à apporter nos idées et que le défi pour la majorité est désormais de savoir s'ils sont les premiers, s'ils représentent la première majorité dans la Ve République à être capables de travailler avec des partenaires libres tels que nous entendons l'être, toujours capables de proposer, capables aussi de s'opposer, en tout état de cause, intransigeants sur leur liberté de jugement et sur la défense de leurs propres idées. Ce n'est pas parce que nous ne devons pas notre élection à Emmanuel Macron que nous n'avons pas des choses à apporter. Ce n'est pas parce que nous gardons notre liberté qu'ils ne peuvent pas s'inspirer d'un certain nombre de nos expériences, et notamment grâce au réseau d'élus locaux qui est le nôtre. Et je veux quand même vous faire une confidence. Je crois le président de la République, avec qui j'échange de temps en temps, assez intelligent pour le comprendre et pour peut-être l'avoir compris. La capacité de respecter des gens qui sont différents, qui ne sont pas enrégimentés, qui ne sont pas dans une majorité, mais qui ont sans doute des choses à apporter pour notre pays, parce que le président de la République, il est bien sûr le chef d'une majorité, mais il se doit d'abord d'être le chef de l'État et d'écouter tout le monde, comme il l'a dit le 7 mai lorsqu'il était dans la cour du Louvre, disant qu'il ferait très attention à ceux qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour. Nous n'avons pas voté pour lui au premier tour, mais nous sommes malgré tout des républicains, des démocrates français qui souhaitons la réussite de notre pays, et nous pensons pouvoir y aider à quelques occasions. Alors à nous qui sommes ici, à nous UDI, à qui les uns et les autres promettaient l'absorption, ça a été une tentation de la majorité, la destruction, ça a été une tentation d'une partie de nos anciens alliés, l'éradication, ça a été le fantasme de beaucoup. Nous avons choisi, à travers ce congrès, à travers les mois qui viennent de s'écouler, l'émancipation et la liberté. Mais l'émancipation et la liberté ne sont pas destinés simplement à faire joli dans le tableau, à maintenir un organe politique, celui qui est l'UDI. Nous continuons, affirmons-le, sans aucun complexe, à penser que nos idées ont vocation à gouverner, que nous conservons l'ambition de diriger le pays en défendant et en faisant partager nos idées. Je n'aime pas cette espèce de culture qui, parfois, étreint certains d'entre nous, comme quoi nous avons vocation à être une force d'accompagnement. Bien sûr que nous n'allons pas diriger le pays demain, mais si nous croyons, et nous croyons, fermement dans les idées qui sont les nôtres, notre ambition est de les faire partager, notre ambition est de les faire gouverner, notre ambition est de les faire gagner. Toute famille politique connaît des périodes de grande réussite et de moindre réussite. Nous avons connu les périodes de moindre réussite. Et 2017 a été assez spectaculaire de ce point de vue-là. J'avoue que je regarde le printemps 2018 avec gourmandise de ce parti unifié, homogène sur le plan des idées, et qui doit retrouver ses ambitions et sa capacité à défendre partout et en tout point ses convictions. C'est pour ça que nous ne nous positionnons pas par rapport au gouvernement. C'est pourtant la question médiatique permanente à laquelle vous êtes confrontés sans doute dans vos territoires. Alors, que pensez-vous de ci ou ça? Non, nous assumons, je le disais, nos accords sur la politique de l'emploi qui est en train d'être menée, notamment à travers les simplifications du droit du travail qui donnent de l'agilité aux entreprises françaises et favorisera, mon cher Yves, qu'il y ait plus de production en France, parce que sinon, pour être agile, des entreprises étaient obligées de partir ou de commander ailleurs. Nous assumons une identité de vue avec ce qu'essaye d'entreprendre le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, pour que l'école de la République redevienne un ascenseur social, alors qu'aujourd'hui, elle ne fait que reproduire
les élites et les exclut malheureusement. Parce que nous assumons que la réforme de l'apprentissage, pour laquelle nous nous battons depuis 20 ans, en expliquant que c'était central, qu'il suffisait de regarder en Allemagne, où il y a 3 fois plus de jeunes en apprentissage, 3 fois moins de jeunes au chômage, mon cher Thomas qui abordait tout à l'heure le thème du chômage des jeunes. Nous assumons que la transformation du système de formation professionnelle, qui absorbe des dizaines de milliards d'euros pour former essentiellement des cadres, 60%, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en emploi, qui ont besoin de s'adapter à la concurrence, mais cet argent devrait être consacré à former des gens qui aujourd'hui sont inemployables. On devrait se tourner vers ceux qui sont les plus loin de l'emploi. Et c'est exactement l'ambition affichée, on verra les modalités. Nous assumons partager ces idées-là, d'abord parce que nous les avons défendues avant. Nous assumons même, par exemple dans la réforme constitutionnelle, on pourrait assumer la paternité, je ne sais pas s'il s'est inspiré de nous, mais nous assumons la différenciation, le droit à la différence qu'il veut inscrire dans la Constitution entre collectivités locales. Et parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être en Polynésie française, vous savez que nous avons nos amis parlementaires de Polynésie au Sénat et à l'Assemblée, ou en Nouvelle-Calédonie, pour avoir le droit d'avoir une organisation différente, mais que l'Auvergne, mon cher Louis, a peut-être des enjeux différents et sans doute des enjeux différents de la Bretagne et qui a besoin d'adapter et de contractualiser la société française, d'accepter ces différences pour lui donner de l'agilité, de la réactivité, de la capacité à réussir. Que c'est dans l'ADN, ça aussi, de notre famille politique, que nous préférons une société contractualisée et qu'elle permet, en l'occurrence, l'unité, mais que l'unité n'est pas l'uniformité. Et que donner à une zone frontalière ou à la région Île-de-France, à des communes de ces différentes régions de France, exactement la même organisation, le même pouvoir, on en parlait tout à l'heure sur les intercommunalités, c'est absurde. Acceptons de nous adapter au monde tel qu'il est. Un contrat, des objectifs, c'est-à-dire une capacité à s'adapter à chaque situation, à réagir vite, plutôt qu'une uniformité qui écrase tout et qui handicape les réussites de nos territoires ou les réussites de nos concitoyens. Voilà, en réalité, des choses que nous partageons avec Emmanuel Macron, avec d'ailleurs, je fais cette parenthèse, pour moi, une interrogation. Voilà un président de la République qui assume une mesure extrêmement girondine, décentralisatrice, correspondante à notre ADN. Et dans le même temps, en même temps, voilà un président de la République qui entend reconcentrer l'État et recentraliser un certain nombre de choses. Ça, c'est totalement antinomique avec notre ADN. Et nous considérons qu'il va falloir résoudre cette contradiction. Et nous sommes prêts à participer à ce débat. Y a-t-il, en l'occurrence, possibilité, en même temps, de reconnaître le droit à la différence, à des organisations différentes, à des capacités différentes à réussir, à des capacités à s'adapter et à recentraliser. Vous voyez bien que c'est totalement contradictoire et qu'il va falloir peser, pousser, porter ce débat pour que le président de la République tombe du bon côté, si j'ose dire, du choix d'organisation de notre territoire. Nous assumons ces points d'accord et il y en a d'autres. Et je reconnais d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux se multiplient. Mais nous assumons aussi totalement les désaccords. Lorsque le président de la République a décidé, c'était sa campagne électorale, et après tout les Français l'ont voté, d'augmenter la CSG sur les seuls retraités, nous l'avons combattu et nous continuons à dire que c'est une injustice en même temps que c'est inefficace. C'est une injustice parce qu'il n'y a pas de raison de faire porter l'effort de la compétitivité économique française à une génération, en plus celle qui ne peut pas se défendre, parce que pour gagner de l'argent, pour améliorer la fin de mois, un retraité, il ne peut pas faire des heures supplémentaires, il ne peut pas trouver un deuxième boulot, contrairement à ce qui est la possibilité d'un salarié. C'est injuste. Mais c'est en plus inefficace, parce que notre solution à nous, qui est de transférer le coût social, la charge sociale, qui aujourd'hui pèse sur le travail des Français, vers la consommation, c'est une façon de faire payer une partie de notre protection sociale à ce qui est fabriqué à l'étranger. Et c'est, d'une certaine façon, ahurissant que nous ne comprenions pas ça dans notre pays alors que l'Allemagne le fait depuis 20 ans. Savez-vous que depuis 1997, à chaque fois que vous achetez une cafetière, un lave-linge, un réfrigérateur allemand, vous payez une partie de leurs médicaments et de leur retraite. Et lorsqu'un Allemand achète quelque chose chez nous, vend quelque chose chez nous, il ne paye rien
de notre sécurité sociale, de notre système de retraite, de notre système d'allocation familiale. C'est une imbécilité française que de continuer à faire porter toute la charge sociale sur les Français, alors qu'on a besoin, notamment dans le cadre d'une harmonisation et d'une construction européenne, de faire en sorte que ce soit sur la consommation, c'est-à-dire sur ce qui est produit pour partie à l'étranger, que nous puissions asseoir la sécurité sociale des Français. Nous assumons nos désaccords lorsque nous contestons la baisse des APL telle qu'elle est organisée, parce qu'elle conduit en réalité à appauvrir le logement social, c'est-à-dire à affaiblir la capacité de loger correctement les Français les plus défavorisés. Nous pensons que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a un sujet APL. Il faut effectivement traiter ce sujet. Mais la vraie difficulté réside dans le fait que la France, et je vous ai dit, quand nous sommes en désaccord, nous devons faire des propositions. La vraie difficulté réside dans le fait que nous aidons aujourd'hui à la construction, c'est ce qu'on appelle l'aide à la pierre, et nous aidons en plus le locataire. On ne peut pas faire les deux. Et il faut tout reconcentrer sur l'aide à la pierre, y compris rétroactivement pour faire baisser des loyers. Et ce n'est pas le loyer de la personne qu'on doit viser, c'est le loyer du logement. Parce que le loyer du logement, il sera stable, ad vitam aeternam. Et c'est notre famille politique qui a commis cette erreur. C'était sous Raymond Barre. Nous avons commis l'erreur d'ajouter l'aide à la personne aux aides à la pierre. Je pense et je propose que nous investissions tout dans l'aide à la pierre pour faire baisser le prix des loyers de façon stable, sans appauvrir le logement social et permettre aux gens de se loger correctement dans une organisation digne. Nous assumons nos désaccords et nous proposons, lorsque vient cette idée curieuse de réduire de 10 km/h la vitesse sur les routes nationales, de 80 à 90. Oh, je vais dire les choses de façon très simple. De 90 à 80. Lapsus révélateur. Heureusement qu'il n'y a pas trop de radars dans la salle. Je vais dire les choses très simplement. Le Premier ministre a raison de dire qu'on ne peut pas accepter cette espèce de plancher de 3500 morts par an et qu'on doit continuer à vouloir faire baisser. Mais j'observe d'abord qu'aucune étude sérieuse n'a montré que de passer de 90 à 80 km/h allait faire baisser la mortalité. J'observe surtout que ça dénote d'une culture qui est d'une grande mesure nationale, applicable partout, à tout le monde, et qui ne correspond en rien aux besoins et aux réalités. Nous pouvons dire, nous sommes quasiment tous des conducteurs, qu'il y a des routes nationales, bidirectionnelles, où rouler à 90 n'a absolument rien de dangereux. Et qu'il y a des routes où même rouler à 80, c'est vraiment dangereux. Et donc nous faisons la proposition que dans chaque département, les préfets, les maires et les conseillers départementaux se réunissent, regardent portion de route par portion de route et qu'on module la vitesse là où c'est dangereux avec des gens sur le terrain, plutôt que d'abaisser bêtement de 10 km/h et d'emmerder les Français qui ont besoin d'aller travailler avec une mesure nationale. Je le disais, des désaccords et des propositions. Et je veux vous demander qu'à chaque fois, même dans vos communes, même dans vos départements ou vos régions, que vous exprimez une opinion et un désaccord, vous ayez une proposition en face. Je pense que la politique moderne n'est pas de se comporter en spectateur ou en critiqueur, mais pour le compte, en acteur et en proposeur. C'est ça le rôle de l'UDI. Et puisque nous sommes nombreux élus locaux, et je veux le dire, j'avais prévu de le dire, même s'il n'était pas venu, nous avons aussi une attention absolue à avoir sur l'égalité réelle entre les citoyens. Pas l'égalité qu'on proclame à la télévision. La politique de la ville, pour laquelle Jean-Louis a été consulté par le président de la République, pour lequel tu as beaucoup œuvré dans notre pays et qui produit encore des résultats aujourd'hui. La politique, en réalité, d'égalité entre les citoyens, c'est ça la politique de la ville. Pour qu'on ne soit pas condamné à subir sa vie en fonction de l'endroit où on est, où on grandit, où on évolue, où on élève ses enfants. La politique de la ville doit rester une préoccupation très grande, et pas que de la ville. Parce qu'en réalité, l'exclusion et l'enfermement qui existent dans certaines banlieues, on le retrouve dans des zones rurales totalement isolées et tout aussi désespérées. Et je veux dire là-dessus que avec Emmanuel Macron, il y a un grand défi à relever, je lui ai dit, les yeux dans les yeux. La réussite ou l'échec de son mandat tiendra, à mes yeux, à une chose, pas à 10, à une. Nous partageons l'idée qu'il faut libérer les énergies françaises, favoriser ceux qui réussissent
pour tirer en avant la machine. Miser sur les premiers de cordée, comme il dit, mais à une condition, que ça serve en ruisselant sur l'ensemble de la société, sur l'ensemble des citoyens et sur l'ensemble des territoires. C'est très bien de métropoliser, Valérie le disait tout à l'heure, parce qu'on a besoin d'être attractif vis-à-vis du reste de l'Europe et du reste du monde. Mais à condition que jusque dans le plus petit village de la région, de la métropole en question, on en tire des bénéfices et on mène des politiques publiques qui permettent à chacun de pouvoir y vivre dignement et à égalité. Le premier de cordée est celui sur qui nous devons miser. Mais il n'a de légitimité que s'il est utile au dernier de cordée. On n'a jamais vu un premier de cordée qui avançait en abandonnant sa cordée. Je veux terminer sur deux sujets qui sont d'actualité, dont l'un nous tient à cœur de façon génétique, c'est l'Europe, et l'autre nous tient à cœur parce que nous souhaitons la modernisation de nos institutions, c'est la Constitution. En vous livrant 2 ou 3 réflexions. Sur la Constitution, disons les choses clairement, le débat est mal parti. Il est mal parti parce que ce qui est poussé devant les Français, ce sont des mesures dont on peut discuter, mais qui sont extrêmement populistes. La réduction du nombre de parlementaires, qui en réalité n'a pour effet non pas de punir les parlementaires, mais d'éloigner les Français de leurs parlementaires, c'est-à-dire du seul qu'ils peuvent, comment dirais-je, rencontrer pour parler, parce qu'ils ne rencontreront pas le chef de l'État. Et que moins de parlementaires, c'est moins de possibilités aux Français pour exposer leurs problèmes. Je pense que ça n'est pas très malin, pour tout dire, mais je vous dis les choses, là encore, les Français ont choisi. Et d'ailleurs, Hervé Marseille le rappelait, tous les candidats à la présidentielle avaient cédé à cette forme de démagogie. Et ce qu'avait proposé Emmanuel Macron n'était pas le plus rigoureux, entre guillemets. Nous n'en ferons pas un tabou, mais nous pensons que ce n'est pas le sujet. Nous n'en ferons pas un tabou, même si nous essaierons de faire en sorte que la réduction soit d'un quart, ce qui serait déjà très significatif, et pas d'un tiers. Ça vous semble une toute petite différence? Ce n'est pas une petite différence. C'est la différence qui éviterait que certains départements se retrouvent à 2 départements pour un seul député, c'est-à-dire sans jamais la moindre chance de voir leur député un jour pendant un mandat. La réalité, c'est que ça permettrait d'éviter ou de limiter le fait qu'au Sénat, on se retrouve avec trop de départements où il n'y aurait qu'un sénateur, avec le danger de l'absence de représentativité et de démocratie représentant la diversité des territoires. Un quart de réduction, ça permet de remplir la promesse présidentielle, tout en restant raisonnable dans la capacité aux Français à se faire entendre. Mais ce n'est pas le bon sujet. Pas plus d'ailleurs que l'interdiction du cumul dans le temps. Si on fait une réforme pour ça, très franchement, on perd notre temps. D'ailleurs, il n'y a pas de problème en réalité pour l'appliquer aux parlementaires, je n'ai pas de difficulté là-dessus, Hervé Marseille l'a dit, on n'aura pas. Mais je suis absolument contre le fait qu'on l'applique aux maires. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je pense qu'à force d'encadrer le scrutin des Français, on les prive de leur liberté. Et d'ailleurs, on le fait un peu hypocritement. Parce qu'on dit, c'est en tout cas le projet qui est annoncé, on va interdire aux maires de faire plus de 3 mandats, sauf dans les villes de moins de 3005. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on risque de plus en trouver de candidats. C'est vachement malin. Je ne comprends même pas pourquoi on fait ça. C'est presque prendre les Français pour des imbéciles ou des irresponsables. Parce que nombreux ici ont été maires, je l'ai été. Je crois simplement, et d'autres le sont naturellement, je crois simplement que les Français sont assez intelligents, notamment sur l'élection municipale, dont ils connaissent parfaitement les acteurs et dont ils comprennent parfaitement les enjeux, ce qui n'est pas le cas des autres élections la plupart du temps, pour savoir s'ils veulent garder le maire ou s'ils veulent le virer. Et laissons-les choisir s'ils veulent garder le maire ou le virer. Je crois que ça serait beaucoup plus intelligent. On peut l'appliquer à d'autres mandats, mais au mandat municipal, ça me paraît une erreur que de vouloir limiter à 3 mandats. Mais je vous disais que le débat est mal parti parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment, et c'est à cela que nous sommes prêts à participer, comment on modernise les institutions françaises, comment on permet de légiférer plus rapidement et mieux, tout en conservant la capacité de débat et la capacité d'expression de l'opposition. Comment on rend le Parlement utile dans notre pays qui ne vit que sous une monarchie élective, qui considère qu'une fois qu'elle a élu le président de la République, il n'a qu'à se débrouiller, il n'y a plus qu'à lui, il n'y a pas besoin de contre-pouvoir. Nous sommes en France
le seul pays dit démocratique dans lequel le président de la République a autant de pouvoirs et aussi peu de contre-pouvoirs, dans lequel le Parlement est à ce point inutile parce qu'on ne lui confie aucune responsabilité. Et s'il doit y avoir une réforme, et puisque nous avons décidé que désormais les parlementaires étaient en mandat unique, alors il faut que les parlementaires puissent reconquérir des responsabilités et du pouvoir. Comment on peut imaginer se dire une démocratie quand les groupes politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat n'ont le droit de proposer une commission d'enquête, c'est-à-dire le fait d'évaluer une action gouvernementale, une politique d'État, qu'une fois par an. Mais dans n'importe quelle démocratie, le Parlement a des commissions d'enquête tous les jours, examine, contrôle. On nous dit d'ailleurs, il faut que le Parlement, je suis en désaccord avec cette philosophie, mais on nous dit, le Parlement, il doit de plus en plus maintenant se contenter d'évaluer, de contrôler le gouvernement. Et on laisse dans la Constitution, on laisse dans nos lois organiques, on laisse dans nos règlements le fait qu'on ait le droit de faire une commission d'enquête par an pour être sûr qu'on n'aille pas mettre notre nez là où les choses se passent mal, c'est-à-dire là où en réalité les technocrates ont peur de voir arriver des politiques pour évaluer ce qu'ils font depuis des années. Imaginez-vous que nos groupes parlementaires n'ont le droit de faire des propositions de loi, c'est-à-dire de faire remonter ce qu'ils entendent et ce qu'ils constatent comme nécessité dans la vie des Français. Ils n'ont le droit de faire des propositions de loi qu'une fois par an. Alors, il ne faut pas rater la saison. Hein. À l'Assemblée, pour nous, c'est le mois de décembre. Chez vous, ça doit être le début janvier. Et puis le reste du temps, ce n'est pas la peine. Hein, vous n'avez plus rien le droit de proposer. Mais enfin, on passe des semaines à soi-disant contrôler l'action du gouvernement de façon parfaitement bidon, où on pose des questions comme des questions d'actualité sans avoir la moindre capacité à contrôler quoi que ce soit. Je préfère des parlementaires qui relayent les préoccupations des citoyens, ont plus de droits et de capacités à proposer des lois. Je préférerais même des parlementaires, puisqu'ils n'ont plus le droit d'exercer des politiques locales, d'avoir des responsabilités, qu'on leur redonne d'autres responsabilités. Est-il normal que tout un tas d'organes d'État ne soient en réalité surveillés, contrôlés, dirigés que par des fonctionnaires? Je préfère des parlementaires à la tête de ces organismes d'État pour faire en sorte qu'une vision politique regarde comment les choses se passent. Et sur ces points-là, je n'ai pas eu le sentiment que le gouvernement était fermé à nos propositions. Donc si on veut réellement s'attaquer entre guillemets, à la modernisation de nos institutions, ce n'est pas à travers la réduction du nombre de parlementaires ou à travers la limitation du cumul dans le temps qu'il faut regarder les choses, mais à travers la possibilité de rendre utile notre Parlement, également en rendant la parole au peuple. J'ai honte du fait que dans notre pays, j'ai participé, je négociais pour le Centre à l'époque, la révision constitutionnelle de 2008, mon cher André Santini, que nous avons votée. Nous avons voté cette révision constitutionnelle dans laquelle il y a un élément qui est quand même une avancée démocratique, la capacité pour les citoyens de mettre en route un référendum d'initiative citoyenne. C'est dans la Constitution. Ça date de 2008, nous sommes en 2018, 10 ans plus tard. Ni la majorité de Nicolas Sarkozy, ni la majorité de François Hollande n'a voté la loi d'application qui permettrait aujourd'hui que les citoyens aient voix au chapitre. Nous avons mis dans notre Constitution quelque chose qui est un droit citoyen et qui reste une lettre morte. Si on révise la Constitution, il faut faire en sorte que désormais les référendums d'initiative citoyenne soient possibles dans notre pays, qu'on arrête d'avoir peur du peuple et qu'on soit capable de lui donner la parole. Enfin, il y a le mode électoral. Tout à l'heure, Hervé disait que j'en dirais un mot. Oui, bien sûr, parce que je veux faire une proposition. D'abord, lancer une alerte. Je lis dans la presse ces derniers jours qu'on envisagerait, dans les hautes sphères de l'État, il faut toujours se méfier des rumeurs, une élection, une dose de proportionnelle pour l'élection législative à hauteur de 10% lors de l'ensemble de la révision des institutions. Je le dis, si c'est cette dose-là, ce sera sans nous, et nous ne participerons pas à une tartufferie. Je voudrais que vous réfléchissiez juste à la chose suivante. Avec un Parlement à peu près 440 députés et le nombre conséquent de sénateurs qui va en face. Mais pour l'élection législative des députés. Avec 400 ou 440 députés, si vous mettez 10% de proportionnel, ça veut dire qu'il y a 40 ou 44 députés élus à la proportionnelle. Et si vous faites 10% des voix, vous avez 4 députés sur 400. Avec 10% des voix, vous avez 1% du Parlement. Ça, ce n'est pas de la proportionnelle.
c'est se moquer du monde, et si c'est ça, nous ne participerons pas à l'ensemble du bloc constitutionnel qui nous est proposé. Mais je fais en même temps une proposition qui permet d'avoir une vraie proportionnelle et dégager une majorité. Parce que c'est la crainte qu'on nous avance tout le temps. On va même jusqu'à la tartufferie invraisemblable de nous expliquer « Regardez ce qui se passe en Italie ». En Italie, c'est 60% de proportionnel. Nous n'avons jamais demandé ça. En Allemagne, c'est 100% de proportionnel. Ce n'est pas une dose de proportionnel qui empêche de gouverner. Et ce qui devrait permettre à la fois de dégager des majorités et de représenter la diversité et les opinions, c'est de conjuguer, après l'élection présidentielle évidemment, lors du prochain renouvellement, un scrutin uninominal majoritaire à un tour, qui permet à celui qui arrive en tête d'être élu, ce qui oblige à passer des alliances avant, à faire, comment dirais-je, acte collectif avant les élections. Parce que pour arriver en tête, il faut se rassembler et d'avoir une proportionnelle d'au moins 20 à 25% des députés. Comme ça, vous aurez une majorité et vous ne ferez pas semblant de représenter la diversité et les opinions. La majorité est dégagée par le scrutin uninominal à un tour. La proportionnelle permet de faire en sorte que l'ensemble de la vie des Français puisse être entendu, respecté et écouté à l'Assemblée nationale. Voilà un équilibre qui nous paraîtrait satisfaisant, qui serait un mode d'élection moderne, différent et qui permettrait, j'attire votre attention là-dessus, à tous ceux qui pensent la même chose, de se regrouper et qui empêcherait tous ceux qui pensent des choses très différentes de faire semblant et de rester ensemble. Les extrêmes aujourd'hui, qui nuisent tant à la vie publique, ne seraient pas capables de se rassembler. En revanche, ceux qui, au centre droit, au centre gauche, à la droite de progrès, pensent la même chose, seraient en mesure de se regrouper et de faire en sorte que les Français aient des choix positifs, enfin, et pas seulement des choix négatifs. Sur l'Europe, enfin, je veux dire que nous voulons évidemment assumer notre identité fédéraliste. Et nous l'assumons. Nous l'assumerons quel que soit le cas de figure. Cette identité fédéraliste, elle nous pose le devoir de dire que l'Europe aujourd'hui s'occupe sans doute de beaucoup trop de détails et pas assez de l'essentiel. Qu'elle est d'ailleurs souvent critiquée pour des missions qu'on ne lui a pas confiées. Regardez la crise migratoire, où tout le monde a dit l'Europe est une passoire. Et comme l'a très bien dit Yves Gégaud tout à l'heure, l'Europe ne pouvait pas s'occuper d'immigration puisqu'on ne lui a pas confié. On l'a privé. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans les mains de gens qui ne croient pas dans l'Europe. Et nous voulons que des sujets essentiels puissent être effectivement confiés à l'Union européenne. Pour, par exemple, faire en sorte qu'on défende nos frontières ensemble et qu'on les protège et qu'on les gère ensemble. De sorte qu'il n'y ait pas inégalité entre les différents pays, certains étant des passoires et d'autres étant bien protégés ou bien fermés. De faire en sorte que nous gérions des migrations ensemble. Les migrations, en deux mots, LES. Parce qu'il y a des pays qui ont besoin de faire venir des gens de l'extérieur, c'est le cas de l'Allemagne, pour pouvoir remplacer leurs anciens qui partent à la retraite. Et il y a des pays qui n'en ont pas besoin. Et sur le modèle canadien, qui est un modèle fédéral, que chaque pays dise « voilà ce que je peux accepter, ce dont j'ai besoin », et que personne d'autre ne puisse passer à travers les mailles du filet. Ça permet d'organiser les besoins des uns et des autres et de gérer quelque chose qu'aujourd'hui nous subissons. Nous avons besoin de mutualiser notre défense et à l'heure où les États-Unis deviennent un allié aussi incertain, nous avons besoin de mieux prendre notre destin et notre défense en main. Nous avons besoin de clarifier d'ailleurs notre relation avec un certain nombre de pays qui se prétendent nos alliés et qui en réalité ne le sont plus. Je pense à la Turquie et j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques jours. Nous avons besoin d'une politique énergétique commune pour ne pas dépendre de M. Poutine. Nous avons besoin d'un FBI et d'un parquet européen qui permettent de lutter contre les grands trafics qui se jouent des frontières et contre les terroristes. Aujourd'hui, nos frontières, dont Mme Le Pen rêve tant, et M. Wauquiez également, nos frontières arrêtent les juges, arrêtent les policiers. Elles n'ont jamais arrêté ni un terroriste, ni un trafiquant. Nous souhaitons avoir un FBI et un parquet européen qui les poursuivent. Nous avons besoin d'une Europe qui aurait des ressources propres et qui ne fasse plus fantasmer sur les égoïsmes nationaux. Le fait que et tout à l'heure, Maurice Leroy, dans sa vidéo, nous disait qu'il était le rapporteur de cela pour la Commission des Affaires étrangères. Vous savez que l'Europe, elle se finance par une contribution de chaque État. Chaque pays donne de l'argent à l'Europe et ensuite l'Europe redistribue, subventionne telle ou telle politique. Mais
c'est un mécanisme à égoïsme national formidable. C'est pour ça que Mme Thatcher disait à l'époque rendez-moi mon argent. Parce qu'elle considérait que l'argent qu'elle mettait, elle devait le ressortir. À quoi ça sert? Dans ces cas-là, ça n'a aucune espèce d'utilité. Et si vous faites une contribution nationale, comme c'est le cas aujourd'hui, chaque pays est en attente de voir le même chèque qui lui revient. Ce qui finalement rend l'Europe assez inconsistante et difficile à gérer, incapable de générer ses propres politiques. Et nous devons militer pour que, à fiscalité égale en France, au moins en France, les autres choisiront, on puisse avoir une ressource propre qui aille à l'Union européenne et qui ne dépende pas. Ça serait la même somme, mais ça ne serait plus un chèque fait par la France en attendant la ristourne équivalente. Ce serait une contribution, une ressource propre de l'Union européenne qui pourrait ainsi développer ses politiques. Nous devons reconnaître que nous nous réjouissons d'avoir un président de la République qui, pour ce qui concerne les 30 et quelques dernières années, depuis 1980, est le plus européen des présidents que nous ayons eus. Nous devons lui reconnaître d'avoir démoli la logorrhée le péniste sur l'anti-européanisme comme une solution pour les Français. Mais nous devons aussi constater que, chef de l'État qu'il est, il a ses limites dans les négociations, dans les discussions qu'il doit avoir avec nos partenaires européens. Et je dis que si, sur les travailleurs détachés, il a obtenu une avancée, il n'a pas réglé le problème. Et que nous devons porter, nous, l'idée que ce ne sont pas que les contrôles qui permettent, en l'occurrence, de lutter contre le travailleur détaché, mais c'est simplement l'égalité entre salariés. L'Europe n'a jamais été créée pour créer de la concurrence déloyale entre des ouvriers et des salariés. Et nous, nous affirmons clairement que quand on travaille dans un pays qui n'est pas le sien, on doit être payé au tarif du pays dans lequel on travaille et payer les charges sociales du pays dans lequel on travaille. Si concurrence il doit y avoir, elle doit être loyale. Et ça peut être le savoir-faire, l'organisation de l'entreprise. Ça peut pas être la protection sociale du salarié ou un salaire plus bas, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, on tire tout le monde vers le bas. Et si l'Europe est là pour nous tirer vers le bas, ce sont les peuples qui l'enverront promener. Et nous refusons évidemment cette perspective. Nous aurons donc des propositions à faire sur notre combat européen. Je ne veux pas aller plus loin parce que j'y apporterai naturellement mes propres idées, mais je souhaite que vous vous saisissiez les 3 mois qui viennent, d'ici au mois de juin, pour être ambitieux, totalement libre, décomplexé sur les propositions de construction européenne. À la fois en assumant de donner à l'Europe de véritables pouvoirs qui nous permettent de reconquérir des souverainetés et de l'indépendance face à la Russie, face aux États-Unis, face à l'Inde, face à la Chine, face à ces grandes puissances pour lesquelles et face auxquelles nous avons besoin de faire bloc, et que nous puissions nous engager dans le débat en réalité très noble et très nécessaire, qui est de montrer, comme le disait tout à l'heure Yves, que les vrais patriotes sont dans cette salle, pas chez M. Philippot. Que le patriotisme, ce n'est pas de débattre de souveraineté d'apparence, mais de débattre de véritable souveraineté. Nous n'avons plus de souveraineté numérique face aux Américains et nous avons besoin de construire effectivement les tuyaux qui nous permettent de protéger nos propres intérêts et nos propres données. Nous n'avons pas de souveraineté bancaire sur un certain nombre de sujets, quand en réalité on peut se faire imposer les règles par les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons que peu de souveraineté énergétique parce que nous ne nous sommes pas organisés pour pouvoir diversifier l'approvisionnement et que certains pays ne risquent pas que M. Poutine ferme le gaz. La souveraineté, ce n'est pas des discours, c'est la capacité à décider et à ne pas dépendre des autres. Et seule l'Europe est capable de la construire. Mais on ne lui en a jamais donné ni la responsabilité, ni évidemment de ce fait les moyens. Nous voyons, nous, la construction européenne comme un instrument de reconquête de nos souverainetés. Et je vous invite à travailler sur ce projet, parce que ce projet, je le dis, nous avons non seulement l'intention de le porter, mais de l'assumer. Nous assumons être fédéralistes. C'est vrai que notre famille politique a mis longtemps à le faire. Mais il y a 3 ans, lorsque je suis devenu président de notre famille politique, je vous ai dit, maintenant c'est fini, nous assumons d'être fédéralistes. Et nous l'assumerons lors des élections européennes. Nous l'assumerons pleinement. Nous l'assumerons, si c'est possible, avec d'autres. Et si c'est nécessaire, nous l'assumerons seuls. Nous porterons ce projet devant les Français parce qu'il est indispensable et parce que ce débat est indispensable. Et si c'est nécessaire, je suis prêt à porter ce combat
parce qu'il y a besoin que les Français réalisent que l'Union européenne est le moyen de protéger nos intérêts et nos modes de vie face au reste du monde. Nous assumerons notre fédéralisme. Nous assumerons notre fédéralisme, même en contestant certains dysfonctionnements de l'Europe, comme je le montrais à l'instant. Ayons ce débat, ayez-le dans les départements, dans les fédérations. Je vous en remercie par avance. Vous aurez, à travers ce congrès, à travers la reconstruction de nos fédérations, à travers ces débats que je souhaite que nous lancions, vous aurez participé à un congrès de la renaissance. Renaissance d'une famille politique et ouverture de cette famille politique. Comme je le disais, unifiée, apaisée, libérée. Une famille qui assume de vouloir rassembler le centre et la droite de progrès, une famille qui assume d'être fédéraliste et humaniste, une famille qui retrouve sa fierté et qui peut enfin croire à un avenir meilleur. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de suivre en direct le discours de Jean-Christophe Lagarde, réélu à la présidence de l'UDI. Un discours d'un peu plus d'une heure que je vous propose de décrypter ensemble sur ce plateau. Alexandre Vatimbella, on n'a entendu ni opposition ni majorité, donc ni Macron ni Wauquiez, mais surtout pas Laurent Wauquiez quand même. Oui, surtout pas Laurent Wauquiez parce que effectivement, là, on peut rendre quand même hommage à Lagarde sur ce point-là. Il a toujours été anti-Front National, anti-rapprochement avec le Front National. Les propos de Wauquiez, effectivement, sont radicaux, proches de l'extrémisme dans certains domaines. Donc là, il y a une certaine continuité, etc. Ensuite, le problème de l'UDI, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne choisit pas comme ça. Si jamais Macron se plante, on pourra dire on n'est pas vraiment dans la majorité. Et si jamais, effectivement, il réussit, on peut dire vous voyez bien, on l'a soutenu. Donc, c'est pas vraiment très clair politiquement et vraiment par rapport aux électeurs de l'UDI, ça doit être un petit peu difficile à comprendre aujourd'hui où est l'UDI. Vous voyez en ce moment sur les images la Marseillaise est chantée. On voit Jean-Louis Borloo qui a fait une apparition au Congrès. On le voit voilà, un petit peu caché sur les images de la Marseillaise. Stéphane Rosès, ce que nous dit Jean-Christophe Lagarde, c'est voilà, on veut la liberté de soutenir, de s'opposer, de proposer. Bon, ça semble pourquoi pas intéressant. Est-ce que la mise en pratique est possible ? Il va déployer les argumentations qu'on a compris vis-à-vis du président Macron pour dire au fond nous recelons en nous une expérience qui est celle beaucoup des élus de terrain. On peut éviter de faire des erreurs. Et puis deuxièmement, c'est la fin de son discours, il y a deux sujets qui nous spécifie. Le premier, c'est nous avons une approche girondine des institutions. Alors, la forme un peu néo-bonapartiste d'Emmanuel Macron, au fond, déplaît. Et donc, il dit, mais tout ce qui vient renier les pouvoirs des parlements, c'est pas une bonne chose. Donc là, il y a une forme de cohérence. La seconde forme de cohérence, c'est de dire nous sommes fédéralistes européens, nous l'assumons. On voit bien qu'Emmanuel Macron aussi. Bon. Alors, sur les deux points, il y a un petit problème quand même, c'est est-ce qu'il peut être entendu par le pays ? Parce que si le pays a choisi Emmanuel Macron, c'est justement parce qu'il est dans la verticalité. Et deuxièmement, si Emmanuel Macron a pu parler d'Europe, c'est parce qu'auparavant, comme il l'a dit devant le Congrès, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. C'est-à-dire que la façon d'être et de faire du président Macron a semblé dire aux Français qu'il mettait le pays en marche à partir de ce qu'on est et pas dans la justification des politiques européennes. Donc voilà, sur le fond, au fond, il y a deux angles morts dont dépend le fait de savoir si effectivement cette famille a encore un avenir ou pas. Ludovic Faux, on a vu sur le titre le centre et la droite de progrès, les tacles à Laurent Wauquiez, le fait de dire voilà Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ne peuvent plus rester dans ce parti. C'est une façon, il veut attirer les électeurs de la droite déçus par Laurent Wauquiez, il veut leur dire venez chez nous à l'UDI. Oui, c'est en partie effectivement la stratégie de Jean-Christophe Lagarde, mais il y a d'ailleurs beaucoup de non-dits dans des discours qui s'expliquent en partie au moins par des raisons stratégiques. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur le fond aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde, l'UDI, penche beaucoup plus du côté d'Emmanuel Macron que de Laurent Wauquiez qui fait figure d'épouvantail. Alors il faut quand même
trouver quelques raisons de critiquer pour que l'UDI n'apparaisse pas comme supplétif de la majorité En Marche. Et le problème, il y en a deux d'ailleurs pour Jean-Christophe Lagarde, c'est que Emmanuel Macron, lors de l'élection présidentielle, des élections législatives et maintenant avec sa politique, a largement siphonné en réalité les idées du centre droit, a largement siphonné aussi ses électeurs et par ailleurs Emmanuel Macron aujourd'hui n'a pas vraiment besoin de l'UDI comme force d'appoint. Et donc voilà, on voit bien qu'effectivement Jean-Christophe Lagarde cherche à aller récupérer les plus modérés qui pourraient encore voter pour les Républicains, mais une bonne partie de ceux-là sont en réalité plutôt bienveillants ou déjà partis chez Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, on voit bien effectivement que le défi électoral pour l'UDI s'annonce compliqué, parce que pour les européennes, il y aura vraisemblablement une alliance avec La République En Marche, mais ensuite vont se poser de vrais problèmes sur le terrain pour les municipales, pour les départementales, pour les régionales. Alors en tout cas, sur le discours, c'était très affiché. Jean-Christophe Lagarde s'en est pris au président des Républicains. Je vous propose d'écouter le président de l'UDI. Nous refusons ce repli européen qui s'étale désormais à longueur de colonnes et de discours. Et nous disons clairement que ce n'est pas ça la droite française. C'est même, en l'occurrence, le principal ennemi de la droite française. Qui se souvient que De Gaulle a combattu ça toute sa vie, parfois au péril de sa propre vie? Qui se souvient que Chirac avait construit un mur absolument étanche? Nous avons eu des divergences avec Chirac, mais il a construit ce mur absolument étanche entre la droite et l'extrême droite, et y compris en 1998, quand des gens trahissaient nos valeurs pour aller diriger avec le Front National. C'est Chirac qui a sauvé l'honneur de la droite, et c'est Wauquiez qui est en train de la trahir totalement. Alors Jean-Christophe Lagarde s'en prend à Laurent Wauquiez sur son positionnement par rapport aux idées du Front National, mais aussi sur son euroscepticisme. Elle est là aussi la ligne de fracture. Quel est le plus important, la droite un petit peu trop extrême, ou alors c'est la question de l'Europe qui vraiment fait qu'aujourd'hui l'UDI se distance des Républicains? Alors, c'est vrai que historiquement, l'Europe et l'Union de l'Europe est une idée centriste. Encore une fois, je veux dire, dans tous les pays européens après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les centristes qui ont porté ça. Robert Schuman en France, etc., etc. On ne va pas donner les noms de tous les pères de l'Europe, mais effectivement, c'est une idée centriste. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UDI, plus que le mouvement démocrate de François Bayrou, qui n'est pas réputé comme être un très grand Européen en réalité, même si son discours est très européen, est porté par l'UDI. C'est-à-dire l'idée d'une fédération européenne vraiment très approfondie et vraiment une spécificité du l'UDI. S'il y en a encore une, on va dire, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que même chez La République En Marche et encore une fois au Modem, ils ne sont pas aussi pro-européens qu'à l'UDI. Donc il y a vraiment une fracture parce qu'effectivement Wauquiez, lui, alors qu'il a été ministre des Affaires européennes, il faut quand même le rappeler, est plutôt effectivement aujourd'hui sur un souverainisme qui ressemble à celui de Marine Le Pen. On va revenir sur les élections européennes, la stratégie de l'UDI, mais je vous propose de rejoindre tout de suite Oriane Mancini en direct du congrès de l'UDI avec son invité, le député Yves Jégo. Oui Elsa, avec Yves Jégo. Yves Jégo, on vient de voir, on vient d'entendre Jean-Christophe Lagarde. Votre nouveau slogan, c'est le centre et la droite de progrès. Mais où est la droite aujourd'hui à l'UDI ? Écoutez, moi je viens de l'UMP, nous sommes beaucoup à venir de cette famille qualifiée de droite, nous sommes beaucoup, il y a beaucoup aujourd'hui d'élus qui veulent quitter les Républicains compte tenu de la droitisation portée par Laurent Wauquiez, au fond entre la République En Marche qui est au centre de paysage politique et la droite de Laurent Wauquiez, il y a de l'espace et cet espace doit se fédérer autour de l'UDI puisque nous sommes la seule formation constituée, nous avons 5 ans d'âge, nous avons un groupe au Sénat, un groupe à l'Assemblée nationale, des centaines d'élus locaux. Donc c'est pourquoi nous évoluons vers cette idée de dire nous sommes le rassemblement du centre et de la droite de progrès. Vous appelez des élus comme Dominique Bussereau, voire Alain Juppé à vous rejoindre aujourd'hui ? Bien sûr, moi j'appelle tous ceux qui souhaitent sortir de la fuite identitaire éperdue portée par une partie de LR, par Laurent Wauquiez, à nous rejoindre, à construire sur le socle construit il y a 5 ans par Jean-Louis Borloo, par des gens qui viennent de tous horizons, cette droite
modérée, cette droite européenne, cette droite de centre-droit qui est dans le paysage politique français depuis très longtemps et qui peut se fédérer autour du l'UDI. Donc on appelle tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre, chacun selon sa façon de nous rejoindre. Il s'agit d'absorber personne, mais il s'agit de travailler ensemble parce que je pense qu'on peut apporter beaucoup, qu'on peut apporter dans le débat européen et puis apporter au pays. On n'est pas très éloigné du président de la République. Sur beaucoup de sujets, nous lui apportons notre soutien, mais sur d'autres sujets, la CSG en étant un exemple plus douloureux, si j'ose dire récent, nous sommes dans une opposition claire et nous avons d'autres solutions à proposer. Donc tous ceux qui ne se reconnaissent ni à 100% dans La République En Marche, ni à 100% dans LR mode Wauquiez, ils ont vocation à nous rejoindre. Alors vous parlez de cette droite européenne, la prochaine échéance justement ce sont ces européennes. Est-ce que pour cette élection, vous allez plutôt chercher à vous allier avec cette droite-là ou bien avec La République En Marche? D'abord on va porter un projet clairement fédéraliste. Nous voulons marcher vers les États-Unis d'Europe. Voilà, presque un siècle qu'on parle des États-Unis d'Europe, il faut les construire, il faut aller beaucoup plus vite, il faut aller beaucoup plus loin pour construire ce modèle européen. Donc nous allons porter ce projet clairement européen, pleinement européen, et puis ensuite nous nous allierons avec ceux qui partagent ce projet s'il y a matière à alliance, et si jamais nous ne trouvons pas d'alliance, je pense notamment à la majorité présidentielle, à La République En Marche, au MoDem, si les conditions de l'alliance ne sont pas réunies, eh bien nous irons sous nos propres couleurs pour défendre l'idée d'une Europe fédérale, d'une Europe qui avance plus fort et plus vite, et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui s'y retrouvent. Naturellement, l'alliance avec LR de Laurent Wauquiez est impossible, parce que sur l'Europe, LR penche aujourd'hui plutôt vers le souverainisme et que nous sommes très éloignés du souverainisme. Mais vous pensez que vous avez le poids, la force politique pour aller aux européennes sous vos propres couleurs, sans alliance? Alors, on a déjà la volonté, les convictions et la légitimité historique pour porter ce message. C'est déjà beaucoup. Ensuite, le poids politique, vous savez, ça se construit. S'il y a 2 ans, vous aviez demandé à Emmanuel Macron s'il avait le poids et la force politique pour devenir président de la République, peut-être vous aurait-il fait une réponse similaire à la mienne. Je crois que quand il y a une volonté en politique, quand il y a une structuration, nous avons des centaines d'élus, des parlementaires dans toutes les assemblées, qu'il y a une envie politique, eh bien la force, c'est les Français qui nous la donneront, si comme nous, ils pensent qu'il faut plus d'Europe plutôt que moins d'Europe. Merci beaucoup Yves Gégaud d'avoir été en direct avec nous. Merci Oriane, on vous retrouve avec vos invités tout au long de cette émission. Stéphane Rosès, une question sur les élections européennes, on l'a entendu, pas d'alliance avec les Républicains, ça c'est sûr, volonté d'alliance avec La République En Marche, mais est-ce que La République En Marche a besoin de l'UDI pour les élections européennes? Non. Elle n'en a pas besoin électoralement, mais elle peut souhaiter donner un signe politiquement. Certains, effectivement, dans cette partie de l'échiquier, redoutent un pouvoir par trop hégémonique d'Emmanuel Macron. Il a peut-être intérêt, effectivement, à laisser une place à tous ceux qui voudront... Et au fond, c'est quand même un peu tuer cette famille UDI que de dire tout de suite non. D'où le fait qu'il donne des signes quand même. Donc voilà, au fond, ça aura toujours été le problème de l'UDI, c'est comment exister sous force dominante et ensuite en tirer le meilleur parti du point de vue des élus. Ludovic Faux, Emmanuel Macron pourrait accepter la présence de candidats UDI sur une grande liste pro-européenne, par exemple? Oui, en termes d'affichage, il y a plutôt intérêt pour montrer le rassemblement des Européens, des europhiles d'un côté, contre les eurosceptiques, puisque c'est le match qu'Emmanuel Macron veut installer avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Après, la question, c'est quelle place pour l'UDI? Parce qu'il y aura aussi d'autres partis sur les listes, alors on verra comment elles s'appellent, mais en tout cas, sur la liste dont la composante essentielle sera la République En Marche. Il y aura le MoDem de François Bayrou, il y aura aussi le parti en cours de construction Agir, avec notamment Franck Riester qui siège à l'Assemblée nationale dans le même groupe que Jean-Christophe Lagarde, le groupe UDI Agir. Donc les places seront peut-être chères. Alors aujourd'hui, ceci dit, l'UDI n'a qu'une députée européenne. Ce sera difficile de faire moins bien. On verra combien de places éligibles Emmanuel Macron et son parti accordent à l'UDI. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que si l'UDI devait y aller sans La République En Marche, ce serait sans doute 0 élu, puisque le ticket d'entrée pour obtenir des élus dans le futur Parlement européen, ce sera de réaliser au moins 5% des voix lors des élections. Or, pour l'instant, on a du mal à penser que l'UDI peut atteindre cette barre-là. Oui, je voulais juste Alexandre Matimbella. Voilà, je voulais juste ajouter, effectivement, aujourd'hui,
selon les sondages, les Français qui se sentent proches de l'UDI, c'est 3,5%. C'était avant les scissions, donc on voit bien qu'ils n'auraient aucun élu, donc ils sont quasiment obligés de s'allier. Et juste, je voulais rajouter que, puisque c'est au CREC qu'on en a parlé, et aujourd'hui ça rentre dans le langage courant de ce fameux axe central, effectivement, pour les élections européennes, c'est ce que veut faire Macron, c'est-à-dire l'axe central. Et à ce moment-là, effectivement, l'UDI a sa place, mais à sa petite place, parce qu'encore une fois, il veut aller de Juppé à Valls, c'est-à-dire les progressistes et libéraux de droite et de gauche et du centre. Et là-dedans, effectivement, l'UDI sera sans doute servi, mais sera très peu servi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce que veut dire un petit peu Lagarde dans ce cadre-là, c'est qu'on voudrait un peu plus de place, quoi. Alors, Jean-Christophe Lagarde a beaucoup parlé d'Europe. Il a également parlé de la réforme constitutionnelle. Je vous propose qu'on retrouve Oriane Mancini en direct du congrès de l'UDI avec le président du groupe Union Centriste ici au Sénat, Hervé Marseille. Il a été beaucoup cité. Et oui, Elsa, vous avez raison, Jean-Christophe Lagarde a beaucoup parlé de cette réforme constitutionnelle. Bonjour Hervé Marseille, vous êtes président du groupe parlementaire. Vous avez donc été reçu par Édouard Philippe sur cette question de la révision constitutionnelle. Est-ce que le Premier ministre vous a entendu ? Écoutez, en tous les cas, il est ouvert au dialogue. C'est pas la première fois qu'on discute avec le Premier ministre, avec des membres du gouvernement. Et c'est l'occasion pour nous d'explorer les pistes et de faire part de nos propositions. C'est vrai que le Sénat a travaillé sous la houlette de Gérard Larcher, son président. Un groupe de travail a fait des propositions, l'Assemblée nationale a fait des propositions, et maintenant nous sommes en dialogue avec le gouvernement. J'espère qu'on aboutira, en tous les cas, notre groupe, le groupe centriste et les centristes, souhaitent le bon aboutissement de cette réforme. Mais qu'est-ce que le bon aboutissement de cette réforme pour vous ? Qu'est-ce qu'une bonne révision constitutionnelle ? Quelles sont vos lignes rouges ? Le président de la République, au Congrès, au mois de juillet, a tracé la bonne direction. Il a dit plus de pouvoir au Parlement, aller plus vite, faire des bonnes lois. On reste dans cette perspective. Il faut que le Parlement n'ait pas moins de pouvoir qu'après la réforme de 2008. C'est pour ça que quand on agite des chiffons en disant qu'on va limiter le droit d'amendement, évidemment, nous ne sommes pas favorables à tout ça, nous récusons ce genre de propositions, mais nous avons le sentiment aussi que ça fait partie un peu des postures qui permettent d'ouvrir un dialogue plus approfondi. Donc nous sommes favorables à une réforme sur la Cour de justice, sur le CSM bien sûr, sur la fin de la présence des anciens présidents au Conseil constitutionnel, sur l'organisation des débats. On peut mieux faire et nous avons fait des propositions. C'est vrai qu'on peut limiter un certain nombre de travaux, réorganiser les travaux de l'Assemblée et du Sénat pour aller un peu plus vite et être surtout plus efficace. Et puis quant au nombre de parlementaires, peut-être faut-il aller un peu moins loin. J'observe qu'au départ, le président et le gouvernement proposaient un tiers de parlementaires en moins. Maintenant, c'est entre 25 et 30%. 25%, ça serait pas mal. Et puis, il nous faut la proportionnelle, c'est indispensable. On ne peut pas avoir moins de parlementaires, des grandes circonscriptions pour les députés, moins de sénateurs pour représenter les territoires, et puis ne pas avoir la proportionnelle. 70% des sénateurs sont élus à la proportionnelle. C'est pas gênant qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une part de proportionnelle. Nous disons 10%, c'est pas de la proportionnelle. 25% de députés élus à la proportionnelle, ça serait une bonne dose. Sauf que l'exécutif semble s'orienter vers une fourchette de 10 à 15%. Pour vous, c'est du saupoudrage s'il reste sur cette position ? Vous dites il semble s'orienter, on n'en sait rien, puisque aujourd'hui il n'y a pas eu de proposition de cette nature. Ce que j'ai entendu de la bouche du Premier ministre, c'était une dose allant entre 15 et 30%. Je ne sais pas où va s'arrêter le curseur. Encore une fois, nous souhaitons au moins 20 à 25% de proportionnel, parce que ça va être la loi des grands blocs, un président élu, le lendemain une élection législative, donc ceux qui seront favorables à la majorité présidentielle nouvelle et puis ceux qui seront contre. D'ailleurs, Jean-Christophe Lagarde a fait aujourd'hui une proposition que le mode de scrutin soit un mode de scrutin à un tour, qui oblige, j'allais dire réellement, à avoir des coalitions, discuter préalablement, et au moins les choses seront claires. Autre point qui pose problème, c'est la limitation du nombre de mandats dans le temps. Jean-Christophe Lagarde y est revenu dans son discours. Oui pour les parlementaires, non pour les maires. C'est aussi un point qui pose problème à Gérard Larcher. Est-ce que vous en avez discuté avec le président du Sénat ? Est-ce qu'il est prêt à lâcher du lest sur cette question ? Écoutez, c'est vrai que c'est un sujet, on touche aux droits des électeurs, ça fait partie des droits de l'homme. Les citoyens, ils votent pour qui ils veulent, et si quelqu'un répond à leur attente, on ne voit pas pourquoi ils cesseraient de voter pour lui. Et il y a des exemples célèbres dans la République. C'est pas un tabou non plus, c'est pas un dogme. On peut faire en sorte que... C'est pas une ligne rouge pour vous ?
Ça n'est pas un dogme, c'est pas quelque chose de formidable, mais d'abord, j'observe que ça ne touche pas les communes de moins de 3500 habitants. Ça veut dire en clair que au-delà de 3500, ça fait 3000 communes sur 36 000. 3000 communes sur 36 000. Bon. Et puis 3 mandats de même nature, c'est-à-dire que vous pouvez être 3 fois maire, et puis ensuite 3 fois député, puis 3 fois sénateur. Bon, ma foi, ça fait partie des choses qui peuvent se discuter. Ça n'est pas quelque chose, à mon avis, d'infranchissable. Merci beaucoup Hervé Marseille, merci d'avoir été en direct avec nous depuis ce congrès de l'UDI. On attend Jean-Christophe Lagarde dans quelques instants qui viendra nous rejoindre. On vous retrouvera dans quelques instants, Ariane. Ludovic Faux, sur cette réforme constitutionnelle, l'UDI compte une 50aine de parlementaires, députés et sénateurs. Est-ce qu'Emmanuel Macron a besoin de les convaincre? Il aura besoin de leur vote? Alors oui, compte tenu du rapport de force à l'Assemblée nationale et au Sénat, et si Emmanuel Macron veut passer par le Congrès, la voie parlementaire, pour faire passer sa réforme, effectivement, c'est Maurice Leroy qui le dit notamment, Emmanuel Macron aura besoin des voix centristes en général et des voix de l'UDI en particulier. Après, la question, c'est quel rapport de force sera capable ou pas d'établir l'UDI pour obtenir gain de cause sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la proportionnelle. Alors Jean-Christophe Lagarde met la barre assez haut en demandant entre 20 et 25% de proportionnelle. Après les indiscrétions, mais pour l'instant ça reste des indiscrétions dont on dispose, c'est pas tout à fait l'étiage qu'aurait en tête pour l'instant l'exécutif. On comprend bien la préoccupation de Jean-Christophe Lagarde, qui est d'essayer, une vieille marotte d'ailleurs du centre et des partis qui ont du mal à se faire élire sur leur propre force au scrutin majoritaire à 2 tours, c'est d'essayer de grappiller des sièges grâce à la proportionnelle. On verra où mènent les discussions. Il n'est pas le seul, Jean-Christophe Lagarde, ceci dit, à réclamer cette forte dose de proportionnelle. François de Rugy, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, est aussi sur le MoDem également, les alliés. François Bayrou, et il ne faut pas oublier que selon le MoDem, l'accord entre Macron et Bayrou, c'est 25% de proportionnel. C'est-à-dire que Bayrou a dit je vous supporte si j'ai 25% de proportionnel. Donc ce serait un casus belli si jamais Macron ne faisait pas les 25%, ce qui serait donc plus important que de servir l'UDI, parce que là, effectivement, il y aurait peut-être une petite crise dans la majorité présidentielle, et Bayrou l'a encore rappelé il n'y a pas longtemps, et les lieutenants de Bayrou l'ont rappelé, Marc Fesneau l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 25%, et ça a été l'accord entre Macron et Bayrou. On va revenir justement sur cette ligne rouge de la proportionnelle dans la révision constitutionnelle, puisque Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, est au micro d'Oriane Mancini, en direct donc du congrès de l'UDI. Oui, Jean-Christophe Lagarde qui est avec nous. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Alors on vient de voir, l'UDI devient l'UDI, le centre et la droite de Progrès. Est-ce que vous pouvez nous dire où est la droite aujourd'hui à l'UDI ? La droite de Progrès, c'est en l'occurrence toutes celles et tous ceux qui, voyant la dérive de Laurent Wauquiez et de la direction des Républicains, qui trahit les valeurs de la droite en essayant d'imiter l'extrême droite, se sentent mal à l'aise et contactent l'UDI, contactent nos élus locaux. Il s'agit de citoyens, de militants, mais aussi d'élus locaux qui disent écoutez, nous on veut continuer à être fiers de nos combats, de nos valeurs, ne pas les abandonner, mais on ne peut pas les laisser dénaturer ou les supporter avec une image, avec une thématique, avec une dérive identitaire, avec un repli européen qui n'est pas celui qu'ils ont envie de porter. Et donc nous assumons de pouvoir héberger, accueillir et construire avec tous ces gens-là. Tout simplement d'ailleurs parce qu'entre le parti d'Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, l'UDI est la seule force politique organisée, structurée, représentée au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les territoires, les régions, où il n'y a pas de majorité sans nous dans pas mal de régions, où nous dirigeons des mairies, des départements. Et je vous prends par exemple le président du conseil départemental du Loiret qui nous a rejoints il y a quelques semaines, d'autres qui sont en train de dire voilà, on peut assumer si nous portons ensemble. Nous assumons cette identité de rassemblement du centre, parce que nous l'avons toujours été, mais aussi de la droite de Progrès. Vous avez beaucoup insisté sur cet ancrage territorial pendant votre discours, sur le fait que l'UDI était un parti d'élus locaux. C'est un message que vous avez voulu faire passer à Emmanuel Macron. On sait que le manque d'ancrage territorial, c'est le handicap de la République En Marche. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'il a besoin de vous? Ce n'était pas tellement un message en direction d'Emmanuel Macron, c'est un constat. Nous sommes un parti politique très profondément ancré dans les territoires, où quand nos élus d'ailleurs sont élus, ils sont souvent très bien réélus, parce que nous on aime la politique en vrai, pas en théorie.
pas dans des palais ministériels, mais sur le terrain, avec des réalités qui sont différentes dans le pays. C'est pour ça que nous militons pour la différenciation, pour la capacité d'adaptation, pour une France qui soit organisée de façon moins uniforme. Elle peut être unie sans être uniforme, mais plus contractualisée, pour que des zones frontalières aient des pouvoirs et des capacités d'adaptation que n'auront pas forcément d'autres régions, parce qu'elles ont d'autres besoins. C'est d'être adapté, d'être souple, d'être réactif, au lieu de cette espèce de carcan qui fait que tout le monde doit avoir la même chose, quitte à ce que ce soit un handicap pour tous. Et donc c'est surtout pour ça que je portais ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité, je crois, serait bien inspirée d'entendre des partenaires libres comme l'UDI, qui sont prêts à proposer, qui sont prêts à s'opposer, qui sont prêts à approuver, mais qui, quand nous proposons, pouvons faire état d'une expérience de terrain, d'une sensibilité à la réalité, à la vraie vie des gens, qui est sans doute supérieure à celle que La République En Marche peut avoir avec un parti très jeune qui n'a pas aujourd'hui cet ancrage territorial. Alors vous êtes prêt à vous opposer, hein, prêt à approuver. Est-ce que vous êtes prêt à faire alliance avec La République En Marche pour les européennes? Écoutez, d'abord, nous avons retrouvé notre liberté. Pendant 60 ans, le centre a été allié avec la droite, et comme cette droite est en train de se dénaturer, nous n'avons plus d'alliance avec les Républicains. Nous accueillons des Républicains qui veulent rester, eux, avec leurs valeurs de droite, de progrès, humanistes, compatibles avec la construction européenne. Et très concrètement, cette liberté, nous entendons l'utiliser pour nous allier, localement notamment, en fonction des projets de territoire que nous soutenons ou que nous ne soutenons pas, en fonction de ce que nous pouvons partager. Refaire de la politique à partir des idées, de la proximité d'idées. Et parfois, ce sera avec La République En Marche, parfois, ce sera avec les Républicains. Bref, arrêter le prêt-à-porter, adopter du sur-mesure. Il y a des gens avec qui on peut travailler et avec qui on est plus proche, parce qu'on partage des idées, il n'y a pas besoin de se cacher. Ça ne sera pas une alliance générale. Après, si vous me parlez du gouvernement, de la majorité aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de nous. Les Français leur ont confié la majorité absolue. Je pense qu'ils peuvent avoir besoin de nos propositions, de nos idées. Le ministre de l'Éducation nationale reconnaît qu'une proposition de loi UDI pour encadrer la création d'écoles sans contrat avec l'État, qui vient d'être adoptée au Sénat, il dit j'en ai besoin. Ben voilà, monsieur le ministre, vous savez, moi j'en ai marre de la politique qui fait semblant, où on voit des gens qui proposaient une chose hier, qui disent le contraire le lendemain parce que c'est pas eux qui sont au pouvoir. Moi, ce que je disais hier et que reprend Emmanuel Macron, je l'approuve évidemment. Et puis quand il se trompe, comme sur la CSG, comme sur la baisse des APL, comme sur les 80 km/h, je veux non seulement être capable de m'opposer, mais de proposer. Parce que s'opposer pour s'opposer, ça sert à rien. Proposer, par exemple, sur les 80 km/h, que ce ne soit pas une mesure nationale, mais qu'on regarde chaque segment de rue, de route qui est dangereuse, mais ça on le regarde au niveau local avec les maires, les conseillers départementaux, les sous-préfets. On a bien compris, Jean-Christophe Lagarde. Un petit mot très très rapide sur la présence de Jean-Louis Borloo ici. Est-ce que c'était un symbole important qu'il vienne vous voir lors de ce congrès? C'était d'abord émouvant que Jean-Louis, qui ne nous avait pas prévenus, vienne 54 mois après qu'on ait créé l'UDI ensemble, dans sa famille politique, non pas comme responsable politique, mais comme militant, comme président fondateur de notre famille. Et Jean-Louis, je l'ai dit, j'ai toujours pu compter sur lui, y compris dans les moments très difficiles que nous avons connus au cours des 2 dernières années. Il y a une espèce de parrainage politique qui vient d'illustrer là et qui fait chaud au cœur, parce que cette famille que tout le monde annonce morte à peu près tous les 3 mois, elle vit bien, elle se libère, elle se développe. Et Jean-Louis est venu nous saluer, nous faire un coucou affectif, et ça fait très plaisir. Il y a eu beaucoup d'émotions dans la salle, quelques larmes aussi, si vous avez vu. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup, Oriane. On vous retrouve encore pour un autre invité dans quelques instants. Stéphane Rosasson, on entendait Jean-Christophe Lagarde proposer à Emmanuel Macron d'être une forme d'ancrage aussi local, de terrain, notamment sur les mesures dont on le sait, qui ont fait beaucoup débat, sur la limitation à 80 km/h dans les routes secondaires, sur la CSG. Bon, est-ce qu'Emmanuel Macron en a besoin de ces conseils de l'UDI? Est-ce qu'effectivement l'UDI peut compter sur un ancrage local si important que cela? En tout cas, vous avez raison, c'est le message que fait passer l'UDI et son dirigeant, Jean-Christophe Lagarde, qui est de dire, au fond, il y a une cohérence, nous sommes pour des élus locaux ancrés, il faut que la diversité soit représentée. Il ne faut pas trop limiter quand même l'espace des parlementaires, parce que sinon ils décrochent du terrain. Donc concrètement, ils veulent véritablement s'installer sur ce créneau. Alors, c'est sans doute pas là-dessus que
Emmanuel Macron aura besoin des choses, mais il faut l'accord, ça a été dit justement, pour éviter la question du référendum. De façon générale, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, au fond, cette sensibilité UDI dans la famille centriste est orpheline. Or, tout le message que veut faire passer maintenant l'UDI, c'est de dire, oui, nous avons été orphelins du cours des choses, par la force des choses, on n'a pas pu se distinguer et tout, mais dorénavant, nous sommes des indépendants. Et si Emmanuel Macron veut envoyer des signes, c'est qu'il est en capacité de discuter, d'échanger avec nous qui sommes indépendants, alors que les autres, on peut penser le modem de François Bayrou, seraient de leur point de vue ralliés dès le départ. Ludovic Faux, on l'a entendu, Jean-Christophe Lagarde a critiqué les mesures qui sont critiquées au gouvernement, la CSG, les APL, cette fameuse limitation de vitesse. Bon, mais en fait, sur le fond, on voit que finalement, tout ce que fait Emmanuel Macron, ils sont plutôt pour. Et puis ça va dans le sens, oui, alors, en tout cas, sur ces mesures, on voit bien que effectivement Jean-Christophe Lagarde reprend un peu mezzo voce, de façon un peu atténuée, les critiques sur le président des riches ou le président des villes. Et c'est lié justement à la question que vous posiez juste avant à Stéphane Rosès, c'est lié aussi à l'implantation locale, notamment cette affaire de la limitation à 80 km/h. Parce que ce qui est vrai, c'est que l'UDI a effectivement une implantation locale dans les communes, dans les départements, dans les régions qui est supérieure à celle de la République En Marche pour l'instant. Et donc de ce point de vue-là, autant au niveau national, Emmanuel Macron n'a pas forcément beaucoup besoin de l'UDI, autant dans le cadre d'alliances pour les élections municipales, départementales, régionales, là il peut y avoir un besoin d'Emmanuel Macron d'aller y compris chercher des alliances du côté de l'UDI. Maintenant, sur la question que vous me posiez sur effectivement la tonalité générale, on voit bien encore une fois que Jean-Christophe Lagarde, il a besoin de trouver un certain nombre de points d'accroche qui lui permettent de critiquer Emmanuel Macron pour pas donner l'impression que l'UDI n'est qu'un supplétif de la majorité. Et en même temps, on voit bien que sur la ligne générale, la ligne politique, que ce soit au niveau économique en particulier, mais aussi sur d'autres questions comme la sécurité ou sur l'Europe, l'UDI n'a pas grand-chose à redire à ce que propose Emmanuel Macron. Allez, je vous propose de retourner une dernière fois en direct du congrès de l'UDI, retrouver Oriane Mancini et son invité Louis Giscard d'Estaing. Oui, Elsa, Louis Giscard d'Estaing qui a un temps envisagé d'être candidat à la présidence de l'UDI avant de renoncer. Bonjour Louis Giscard d'Estaing. Bonjour. Vous avez renoncé, dénonçant à l'époque l'UDI, une structure partisane. Est-ce que le discours martelé aujourd'hui par Jean-Christophe Lagarde, ce rassemblement du centre et de la droite de progrès, vous a rassuré sur le futur de l'UDI? Oui, il m'a donné le sentiment que peut-être ce que j'avais d'ailleurs à ce moment-là dénoncé, ou en tout cas puisque j'avais souligné que ce message probablement a été entendu dans une volonté de rassemblement, et puis de se focaliser sur ce qui constitue nos fondamentaux, les valeurs, les idées que nous voulons défendre dans la vie politique française contemporaine, et avec, je dirais, deux éléments structurants: l'attachement au territoire et à la diversité des territoires et la décentralisation, et d'autre part l'engagement européen fort. Donc sur ces thèmes-là, je suis évidemment heureux que nous soyons aujourd'hui en mesure de faire entendre cette voix, et peut-être avec plus de visibilité. C'est ce que je souhaitais. Merci beaucoup Louis Giscard d'Estaing, merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Oriane Mancini. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous avez suivi le discours de Jean-Christophe Lagarde, réélu à la tête de l'UDI à 90,4%. Merci beaucoup à nos trois invités de nous avoir accompagnés. Alexandre Vintimbella, merci. Stéphane Rosès, merci. Ludovic, merci. Également merci à toutes les équipes techniques et éditoriales d'avoir préparé cette émission. Et puis surtout, merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons tous une très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires, évidemment.